Bonjour, les journalistes qui traitent de jeux vidéo sont-ils vendus ? Totalement vendus aux éditeurs de jeux vidéo, à coup de placards de pub, de petits cadeaux, de ménages, de faveurs. C'est la question que pose une nouvelle fois le Doritos Gate, ce scandale interstellaire né en Grande-Bretagne et qui connaît aujourd'hui quelques échos en France. Alors, dans quelles conditions, plus précisément, travaillent les journalistes qui testent les jeux vidéo et peut-on leur faire confiance dans ce travail? Ce sera le thème explosif de cette émission avec 4 invités, la crème de la profession. Gaël Fouquet, rédacteur en chef d'un des poids lourds du secteur, le site Gamecult. Julien Chiez, cofondateur d'un autre poids lourd du secteur, le site Gameblog. Et par ailleurs, vous êtes fondateur d'une auto-entreprise, êtes auto-entrepreneur, auto-entreprise avec laquelle vous vendez vos prestations à un certain nombre de fabricants. Ça s'appelle Putnix, voilà, merci de le rappeler. Donc, c'est évidemment sur ce mélange des genres que on va en parler. Vous serez questionné. Usul, vous êtes vous chroniqueur pour un autre site qui traite du sujet, il s'appelle jeuxvideo.com. Yvan Godet, vous êtes rédacteur en chef de Canard PC. Alors Canard PC, c'est essentiellement un journal papier, oui. Anomalie, survivance. Voilà. Je ne suis pas du tout rédacteur en chef. Vous êtes quoi alors? Je suis directeur de la rédaction. Excusez-moi, j'avais minoré le... C'est pas tellement pour moi, c'est pour le rédacteur en chef actuel. C'est pour le rédacteur en chef, voilà. Et qui a pour particularité de vivre relativement peu de la publicité. Absolument, très en peu. Parlera. On va encore se faire engueuler parce que ce plateau est assez peu paritaire, mais je dois dire qu'on a fait tous les efforts possibles pour je ne sais quelle raison. Il a été difficile de le rendre plus paritaire. Alors, on va commencer avec vous, Didier, par un autre scandale interstellaire. Oui, alors bien sûr, depuis 15 jours, on ne parle que du psychodrame à l'UMP et de ses multiples rebondissements quasi quotidiens. Les chaînes d'information continues sont en boucle, les présentateurs au taquet, les reporters sur le terrain à la limite du burn-out. On est au bord de l'hystérie collective. Bien sûr, ça se comprend un peu, l'implosion de l'UMP, c'est un événement, mais quand même, il faudrait penser maintenant à relativiser un minimum. Il se passe des choses autrement plus importantes dans le monde, et même chez nous, là, sous nos yeux, à condition qu'on soit abonné à Paris Première. Je demande aux personnes sensibles et surtout hypersensibles de s'écarter de leur écran. Et je le dis tel quel, tel que je le ressens maintenant, le mépris de Dave, qui est ici présent pour ce qu'il appelle les musiciens amateurs, est insupportable. Il a beau être une gloire nationale, je lui chie à la gueule. Arrête de te tirer du col. Elle est insupportable, ce mépris-là. Il est insupportable. Le mépris que tu as pour Marcel Campion est insupportable. Tu n'as j'ai des mépris pour rien du tout. Ce mec-là, tous les samedis après-midi, joue avec le plus grand musicien français et il t'emmerde. Et je t'emmerde avec lui. Je te le dis tel que je le pense. Je t'emmerde avec lui. Tu es un et tu ne respectes pas les musiciens. Voilà. Enfin, pas de télévision. Un anthologie. C'est pas un peu de télévision. Non mais voilà. Quand un musicien joue, on l'écoute. C'est le b.a.-ba. Tu n'as pas écouté une minute. Et on regarde. Tu n'as pas écouté une minute. Tu bavasses à côté comme une starlette de showbiz. Lui, c'est un musicien pur, un instinctif. Ton la dièse, il ne le connaît pas. Ton la mineur, il ne le connaît pas. Il a rien à branler. Il vient de la DAS, il l'a pris tout seul. Non mais c'est pas méchant, Christophe, c'est pas méchant. Pardon. Je pense avoir une sorte de sensibilité exacerbée. Je sens quand on méprise. Voilà, avouez que c'est autre chose que les chamailleries entre Copé et Fillon. Je te chie à la gueule, il lui a dit on de latte. Il a l'hypersensibilité belliqueuse, le pépère. Alors comment en est-on arrivé à une telle montée aux extrêmes? Vous entends-je vous interrogez in petto. Cri-cri d'amour on de latte s'explique quelques jours après le drame. Il y avait Marcel Campion, qui est le propriétaire de la Foire du Trône, et Marcel a joué de la guitare à la manière des manouches, c'est-à-dire intuitivement, mais bien. Et il a commencé à le tailler à voix basse, en continu, quoi. Pendant tout le temps, il jouait, au point que Marcel s'est reculé de 2 places, a compris qu'il n'était pas... que les autres se foutaient de sa gueule, et il s'est effacé. Et moi, j'ai pas aimé ça. Ah, il est comme ça, Christophe, toujours prêt à voler au secours d'un pauvre petit manouche, sauvagement agressé par une star du showbiz, un pauvre petit gars qui a appris la guitare tout seul dans sa roulotte, un quasi-rome. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que Marcel Campion est le parrain des forains en France, multimillionnaire et qui détient un quasi-monopole des fêtes foraines et des attractions parisiennes grâce à ses accointances avec feu le RPR du temps où Chirac était maire de Paris. Bref, c'est pas tout à fait le petit chose. Alors maintenant, voyons la séquence qui a tout déclenché
tranchée, celle où ce salopard de Dave humilie le petit Romanichel autodidacte. C'est affreux quand tu chantes, hein. Oh, c'est l'heure. Ah, t'es vilain. Mais une grimace. Marcel. 3, 4. Loin de toi, Je peux dire quelque chose qui connaît ma fiche, je paye cash. Je vais payer cash. Le mépris de Dave pour les musiciens qu'il appelle amateurs est absolument insupportable. Que vient-on de voir, et surtout d'entendre, malheureusement, Marcel Campion qui joue de la guitare, Dave qui dit 2-3 mots, mais couvert par la musique, en esquissant un sourire, mais bon, il va pas non plus pleurer, même s'il aurait de bonnes raisons de le faire, vu ce qu'il entend. Et enfin, Baffy qui se fout allègrement de la binette d'Ondelat, lequel, il faut bien l'avouer, chante comme on imagine que doit le faire le bar d'Assurance Tourix dans ses mauvais jours, avec les grimaces en plus. Et à force de lui dire que ce qu'il chante est très laid, et ses grimaces horribles, Baffy réussit à lui fermer sa grande gueule à Ondelat. Et pourtant, ce dernier ne lui reproche rien, au contraire, il commence par se taire, au soulagement général, avant de voler dans les plumes de qui? De ce pauvre Dave. Pourquoi? Vous interrogez-vous lancinamment. Il y a 2 explications. La première, c'est qu'il a la trouille de Baffy, dont le sens de la répartie est assez ravageur. Et la seconde, c'est notre Hollandais meurtri qui nous l'a fourni a posteriori. Je comprends très bien que tout ça est parti sur ma langue de vipère. C'est en effet, quand il a passé un extrait de sa chanson, que j'avais évidemment écouté avant de venir, que j'ai dit une connerie dans le genre « j'aime beaucoup les amateurs, ça lui a pas plu, il est parti et je comprends ». Voilà, tout s'explique. En fait, Christophe Ondelat, non seulement n'a rien à péter de Marcel Campion, mais il l'utilise pour régler ses comptes avec Dave, qui a osé le traiter d'amateur 2 heures plus tôt. Alors qu'en fait, il aurait dû lui dire tout simplement qu'il chante comme une vieille bique asthmatique. Là, pour le coup, de la part de Ondelat, c'est du mépris caractérisé pour Campion. Faut toujours se méfier des défenseurs de la veuve et de l'orphelin autoproclamés. Alors comment tout cela s'est terminé, vous sens impatient d'apprendre. Comme toujours dans le showbiz, dans l'amour et le pardon généralisé des offenses. En tout cas, super état d'esprit. Et ta chanson à la fin de l'émission était merveilleuse. Mais vraiment merveilleuse. Très belle chanson et tu la chantes super bien. Ouais, on s'embrasse. C'est génial. Mon hypersensibilité est touchée par l'appel de Dave et sa manière de dire les choses. Ouais. Hein, c'est-il pas mignon, ça? Je commence par te chier dans la gueule pour que dalle, et ensuite je te couvre de papouilles, toujours pour que dalle. La véritable explication de cet épisode édifiant, c'est Dave qui l'a fourni sous la forme d'une petite vacherie de dernière minute, mais bien méritée, convenons-en. J'ai mon manager qui lui aussi a un problème de médicaments et qui s'emporte de temps en temps comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a tellement de choses plus graves que toi, une tapette dans un verre d'eau, ça vaut pas la peine. Bah alors c'est pas vraiment une vacherie, puisque c'est Ondelat lui-même qui s'est répandu sur le sujet, viré d'RTL il y a quelques mois pour avoir agonie de nom d'oiseau un des assistants de son émission. Il avait expliqué qu'il avait perdu le contrôle à cause de ses médicaments contre la dépression. Manifestement, il en prend toujours. Et toujours manifestement, le syndrome de la Tourette fait partie de leurs effets secondaires. Bon. Je sais ce que vous allez me dire, Didier, tu viens de nous faire 6 ou 7 minutes de décryptage intensif d'un événement parfaitement insignifiant et complètement subalterne. Certes, j'en conviens, mais quand même, en principe, Christophe Ondelat est toujours journaliste, à moins qu'il n'ait déchiré sa carte de presse d'un geste rageur en se traitant lui-même de gros connard. Par le passé, il a présenté la matinale de France Inter, le 13h de France 2, les soirées sur RTL, c'est pas de la gnognotte, d'où la sourde angoisse rétrospective qui m'a saisi au vu de son pétage de plomb chez Baffy. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec un autre pétage de plomb. La politique française à la petite semaine, il y en a ras-le-bol, vous voyez. Maintenant, moi aussi, je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre d'être obligé de commenter des inepties. Que Jean-François Copé préside une UMP divisée, pourrie, qui fonctionnera pas, et puis voilà. Mais maintenant, il y en a marre, quoi, franchement. Alors je me suis dit, heureusement que l'éruptif Christophe n'a pas eu à présenter ou commenter le psychodrame à l'UMP. Quand on voit l'effet que ça a eu sur un vieux briscard blanchi sur le harnais de l'information comme Mazerolle, vous imaginez ce que ça aurait pu donner avec Ondelat. J'en frémis, rien que d'y penser. Allez, salut les amis, je vous chie à la gueule. Et merci pour ce tour des pétages de plomb de la semaine. Dans une seconde, on passe avec Sébastien Rochat à un sujet autrement sérieux. Est-ce qu'on peut faire confiance au site qui parle de jeux vidéo ?
Alors, pouvez-vous faire confiance aux journalistes qui testent pour vous les jeux vidéo que vous allez peut-être acheter à l'occasion des fêtes de fin d'année? Un scandale national en Grande-Bretagne est en cours depuis plusieurs semaines. Il vient d'avoir quelques échos en France. Le Doritos Gate. Sébastien Rochat, qui s'est penché sur le sujet de très près, nous en dira un mot dans 2 secondes. Mais alors, auparavant, tous les 4 ici, pour tester un peu la réaction qui est la vôtre face à cette affaire du Doritos Gate, et puisque finalement, vous passez tous plus ou moins votre vie à tester les jeux vidéo, à leur accorder des étoiles, des notes, etc. J'ai envie que vous vous auto-testiez tous les 4 pour commencer cette émission par rapport à l'indépendance qui est la vôtre et celle de votre média par rapport aux éditeurs de jeux. Par exemple, si vous deviez vous mettre une note de 1 à 5, Gamecult, sur votre indépendance par rapport aux éditeurs, vous mettriez combien? Alors 1 étant le minimum et 5 le maximum. Hein. Je précise. Ouais, je dirais 3,5, 4. 3,5, 4. D'accord. Canard PC? Nous, notre chiffre d'affaires dépend à 10% de la publicité, donc je mettrais 9 sur 10, donc 4 sur 5. 4 sur 5, d'accord. Gameblog? Moi, je veux être très clair. Si c'est la rédaction qui est notée ici, la rédaction est à 5 sur 5, indépendante, par rapport au choix des éditeurs et autres. 5 sur 5 plus que Gamecult. Ah ben, ils choisissent exactement ce qu'ils veulent. Mais sur Gameblog, aucune des pressions des éditeurs n'est prise en compte. D'accord. Et vous, personnellement, alors, par exemple? Aucune non plus. Mais on va en débattre. Non, mais quelle note vous donnez? Sur l'indépendance, 5 sur 5. Ah, vous donnez 5 sur 5? 5 sur 5, 5 sur 5. Formidable. C'est l'école des fans. Alors, Usul, pour vous, personnellement? Moi déjà, je ne fais pas partie de la rédaction, proprement parler. Nous, on est en Bretagne, on est séparés. Donc moi, j'ai 5 sur 5, moi, haut la main. D'accord. Donc tout le monde est bien. Et jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, il y a eu une interview, je ne sais pas si vous avez suivi, une interview de mon patron, qui reconnaît lui-même qu'il y a une dépendance. Qu'il y a une dépendance de jeuxvideo.com, tant qu'il y aura des recettes publicitaires qui viendront directement des éditeurs, il y aura une certaine forme de dépendance, même si elle est subtile. Allez, lancez-vous. Donc combien vous donnez à jeuxvideo.com sur 5? Mais ça veut rien dire, il faudrait faire un barème plus précis. Je trouve déjà ça idiot de noter les jeux. Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est soit 0, soit c'est totalement... Enfin, vous trouvez ça idiot, mais tout le monde note les jeux. Hein. Moi, je découvre ce journalisme, ce milieu et ces sites. Alors là, ça balance des... Même Télérama, finalement, note, parce que leur petit Achille, c'est une sorte de note, puisqu'il a plusieurs états. Et c'est vrai que sur Gameblog, on n'a pas mis de note, on met une étoile, c'est une appréciation. Maintenant, on adjoint un mot, en fait, de bon, mauvais, satisfaisant, culte, ce genre de choses, pour que les gens comprennent bien l'appréciation, plus que la note. Alors, j'ai parlé au début de cette émission du Doritos Gate. Je suppose que beaucoup d'entre vous découvrent ce scandale avec cette émission. Donc, Sébastien, un petit résumé. Oui, donc en quelques mots, fin octobre en Angleterre, un chroniqueur de jeux vidéo, Robert Florence, c'est pas lui, s'en est pris aux journalistes qui ont participé à une cérémonie récompensant les meilleurs journalistes du secteur. Donc, dans ce texte intitulé « Une table de Doritos » et publié sur Eurogame, il fustige ces journalistes qui font la com des éditeurs. Pour illustrer ses propos, donc ça c'est Robert Florence, il a publié une photographie d'un journaliste, alors limite homme sandwich, posant entre une affiche du jeu Halo 4 et donc une table avec des paquets de chips Doritos. D'où le nom, Doritos Gate, voilà. Alors que reproche concrètement le chroniqueur? Eh bien, au cours de la cérémonie, un jeu a été organisé pour les journalistes. Ces journalistes devaient envoyer un message promotionnel sur Twitter pour remporter une console PlayStation 3. Plusieurs journalistes ont participé à ce jeu. Le chroniqueur a même cité des noms. Une journaliste du Sun a demandé à ce que Eurogame retire le passage en question où elle était citée, ce qui a été fait contre l'avis du chroniqueur qui a démissionné. Donc scandale en Angleterre dans le milieu des jeux, image des journalistes ternis par cette affaire qu'on a donc baptisée Doritos Gate. D'accord. Alors, vous n'en avez pas tous parlé sur vos sites. Par exemple, je crois que sur Gamecult, il n'y a rien eu sur cette affaire. On n'en a pas parlé. Non. Parce que vous avez pensé que ça n'intéresserait pas vos internautes. C'est pas que ça n'intéresserait pas les internautes, c'est qu'en fait, on a décidé. On parle de jeux vidéo, on parle de l'actualité du jeu vidéo. Il est déjà arrivé par le passé qu'on mentionne l'après-jeu vidéo, l'occasion du rachat d'un groupe par exemple ou d'un dépôt de bilan. C'est très rare et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est un choix. Comme certains journaux ne parlent pas de la presse, on a décidé de ne pas parler de la presse jeu vidéo, mais du milieu du jeu vidéo en règle générale, parce que on estime, pas que ça n'intéresse pas nos lecteurs, c'est qu'on a envie de leur parler de jeux vidéo tout simplement, du produit lui-même. Vous pensez que ça intéresserait les lecteurs? Je pense que ça intéresserait les lecteurs, oui. Alors
Non, parce que les mauvais esprits pourraient se dire, ils n'en parlent pas parce que ça les met mal à l'aise. Si on commence à soulever le couvercle, il va falloir parler de tout. Et donc, voilà, il vaut mieux parler de rien. Je pense un commentaire de notre part sur cette affaire, ça a plus sa place, par exemple, je sais pas, le blog de la rédaction, ou les coulisses, etc., plus que dans l'actu qu'on traite, les tests qu'on fait, les news, etc., ou les dossiers. Voilà, je pense que ça a plus, un peu comme sur Image commente les médias, j'aime pas spécialement quand un média parle de lui-même. Voilà, d'accord. Sur Canard PC, il y a eu un édito, je crois. Deux. Voilà, parce que vous estimez que vous devez le traiter. Oui, nous, on a une longue tradition de sortir de notre case. Donc, voilà, c'est une option. On pense aussi qu'il s'agit là d'un phénomène qui est quand même typiquement anglais. Aujourd'hui même, il y a les résultats d'une commission en Angleterre qui a examiné le comportement des journaux britanniques. Ah oui, enfin des journaux généralistes, des grands journaux, si j'ose dire. Grands journaux, excusez-moi. Ça n'a rien à voir, mais si, en fait si. C'est toute la presse britannique qui est comme ça. Voilà. Nous, on le sait depuis des années, on voit la façon dont les journaux britanniques... C'est comme ça, c'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de connivence, voire de corruption qui est... flagrante depuis une dizaine d'années. D'accord. Et dans votre secteur, beaucoup plus flagrante, selon vous, dans la presse britannique que dans la presse française? Oui, ils ont des comportements qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Ils ont une notion anglo-saxonne du journaliste qui est publiciste, qui est attaché de presse, qui change de métier, qui revient. Et ils ont une façon de gérer les relations entre les gens qui ne sont pas du tout les nôtres. Et ce genre de scandale... voilà, c'est... D'accord. Et en France, ça se voit moins, encore une fois En France, il y a des problèmes, hein, on est là pour en parler. Mais moindre. Mais je pense qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Et on ne verra pas en France des journalistes retweeter pour gagner une PlayStation 3. C'est absurde. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis totalement d'accord avec la vision d'Yvan. En tout cas, effectivement, même les événements qui ont entraîné ce genre de tweets, etc., c'est un événement qui va permettre d'élire, je crois, le meilleur journaliste de jeux vidéo, et il est élu par les éditeurs, etc. Oui, ça n'existe pas en France. Élu par les éditeurs. Voilà, oui, enfin, c'est un collège qui regroupe des éditeurs. Ouais. Là, ça n'existe pas du tout en France. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est assez distinct, et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, aussi au Japon, où la presse... Alors on va parler de la presse jeux vidéo, et là totalement pas, je dirais peut-être pas corrompue, mais enfin, les éditeurs repassent derrière, c'est-à-dire demandent d'abord de lire les papiers pour les valider. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas en France du tout, en tout cas pas à ma connaissance, et quelque chose en tout cas qu'à Gameblog on n'accepterait pas. Bon, enfin, cela dit, moi, de ce que je retire de l'enquête de Sébastien, d'ailleurs qui a été publiée souvent mécrite déjà sur le site, c'est qu'il y a quand même quelques petits légers problèmes en France, et on va... Il y a des conflits d'intérêts qui peuvent émerger. Oui, mais qui ne sont pas de même nature, selon vous, ou de même degré? En tout cas, je pense que tous ne le sont pas. À partir du moment où il y a transparence, où il y a volonté de mettre sous le tapis. Et à ce niveau-là, c'est pas exactement la même chose. Vous êtes d'accord avec ça, Usul? C'est moins grossier. C'est plus subtil, c'est plus fin, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien non plus chez nous. Ça prend des formes variées. Tu parles de conflits d'intérêts. Ça peut être de simples connivences, de simples accointances. Ça peut être après des traditions aussi. Alors attendez, finissez, Usul. Le fait qu'il y ait une perméabilité totale entre la communication et le journalisme, ça pose des questions aussi chez nous aussi. Quand vous dites perméabilité, vous voulez dire quoi? Je veux dire que les relations presse des éditeurs sont en contact très régulier vu qu'ils font sensiblement le même métier, c'est-à-dire parler des jeux vidéo aux gens. Bon, alors il y en a qui parlent des jeux vidéo aux journalistes pour qu'ils parlent ensuite des jeux vidéo aux gens. Et c'est un milieu. On est quand même d'accord un peu là-dessus. Mais de la même manière que, je sais pas moi, dans l'édition traditionnelle, dans l'édition papier, dans l'édition de livres, ou dans le cinéma, vous avez la même chose. Vous avez des attachés de presse qui sont en contact permanent avec les journalistes spécialisés. Et il y a quelque chose de particulier dans le jeu vidéo? Dans le milieu du jeu vidéo, on peut être RP et ensuite repasser journaliste. RP, relations publiques. Relations publiques, relations presse, ou l'inverse, journaliste, relations presse, etc. Et ensuite passer dans ensuite devenir journaliste sur un site, c'est ça que vous dites? Oui, ça s'est vu. Et ça se voit plus, parce que franchement, ça se voit très très souvent dans le cinéma par exemple, ou encore une fois dans l'édition, enfin dans tous les secteurs culturels au sens large. Et ça se voit plus dans le jeu vidéo, ou finalement c'est... Après dans le jeu vidéo, c'est un milieu qui est assez jeune déjà.
et dans lequel on a tendance à beaucoup relativiser tout, c'est que le jeu vidéo. D'ailleurs, tu parlais, je te tutoie, peut-être que je te vous vois. Non, il n'y a pas de problème. Tu parlais de produits. On des produits, Ça, tu ne l'entendras pas dans ma bouche. Par exemple, ça c'est une distinction qu'on peut avoir. Il y a plusieurs manières d'aborder aussi le jeu vidéo, effectivement, et c'est pas pour dire que l'une est meilleure que l'autre, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que Gamecult et jeuxvideo.com, si j'en crois la réponse qu'a donnée justement le directeur de la rédaction de jeuxvideo.com, ont une approche très produit du jeu vidéo, de parler des jeux et que des jeux. Gameblog, je crois que Canard PC se situe un peu plus aussi là-dedans, d'une vision un peu plus globale, avec des choses en périphérie. C'est quoi en plus qu'un produit, un jeu vidéo? Ah bah alors déjà on dira pas pour nous on dira pas déjà on dira un jeu tout simplement. Et juste cette différence sémantique c'est différent. En même temps c'est un produit, ça se vend, ça a un prix, vous allez l'acheter dans un magasin. Ou dans ce cas-là je dirais produit culturel, pas juste produit. Pour moi c'est pas juste des chips. Et ce que je veux dire par là, non mais ça se sent sur la ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne s'arrêtera pas à juste parler des jeux, à faire des news et des tests. Chez vous? Chez nous, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de plus? On aime aller en périphérie, on aime aller voir les choses qui vont être ludiques aussi autour du jeu vidéo. Par exemple des choses qui peuvent être totalement non conventionnelles, on va dire, ou non acceptées par une élite du jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est très simple. Quand on déballe une console, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est complètement superficiel, qui est pas de l'information à proprement parler. Mais on va le faire de manière humoristique. On va apporter une strate en plus. On va aller montrer aussi des vidéos des gens qui vont aller faire la queue pour acheter une machine et la faire pendant un mois. Alors attendez, juste puisque vous en parlez, vous parlez du déballage d'une console. Il se trouve que vous avez déballé une console, pas plus tard que cette semaine. La semaine dernière. Ou la semaine dernière. Et c'est la console de pas n'importe quel produit, puisqu'en fait la date d'aujourd'hui à laquelle nous enregistrons cette émission est une date absolument historique, puisque c'est aujourd'hui. C'est le lancement de la Wii U, donc, qui est la console de Nintendo. Voilà, et alors on regarde Julien Chiez déballant la console. On a l'image. On a l'image. Grande Mickey. Nous pouvons commencer la cérémonie de déballage de la Wii U Premium Pack Limited Edition. Alors vous le savez, il y a trois packs vendus. Il y a le pack basique à 299 €, c'est une console Wii U blanche, un gamepad blanc et une console qui a 8 Go, c'est-à-dire à peu près rien du tout. Le deuxième pack, c'est le pack Premium, lui vendu à 349 €. Cette fois-ci, la Wii U est noire, ainsi qu'un gamepad noir. Elle contient 32 Go. C'est déjà beaucoup plus suffisant. Là, il s'agit bien évidemment du pack européen, voilà, que vous trouverez le 30 novembre chez vous. Pour l'instant, ça marche pas mal. On y est, presque. On va pouvoir découvrir les entrailles de la bête. Le déballage, l'unboxing, oh c'est magique. Nico, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On va aller sur le système internet de la machine. L'internet. Qui est là, l'internet. Le browser, YouTube et compagnie, on va voir ce que ça donne. Qui est plutôt pas mal, au final. Mais pour l'instant, l'interface générale est quand même vraiment séduisante. Ça se lance vite et tout, c'est bien, c'est cool. Non mais définitivement, l'interface, elle fonctionne bien. On chronomètre parce que les menus quand même, globalement sont assez long quand même. Long. Voilà, ça se connecte. 7, 8. Et à chaque fois, 9, les menus, quand tu sors d'un jeu, tu reviens, c'est une vingtaine de secondes. C'est toujours. Allez, 14 secondes. C'est pas mal. En plus, ils se connectent aux États-Unis, circonstances atténuantes. Allez. Ça va, c'est correct. Mais ils ont intérêt à faire un petit effort. A priori, Nintendo au courant, ils vont faire une mise à jour, encore une nouvelle pour accélérer tout ça. Ce sera bien. Bon, moi je découvre, mais alors dans cette séquence, par exemple, est-ce qu'on est dans autre chose que de la promo bête et méchante pour le produit? Je suis désolé. On est dans de la parodie, c'est-à-dire que il faut savoir une chose qui a été coupée au tout début de ce montage, c'est que le président, en fait, il y a une espèce de mode, alors qu'elle soit débile, inutile, etc., ça, tout le monde en conviendra, c'est très subjectif, qui s'appelle l'unboxing, c'est-à-dire déballer lorsqu'un nouvel objet arrive. Et il se trouve une mode, c'est-à-dire que... vous tapez unboxing sur... Ah oui, c'est un passage obligé sur vos sites. Pas du tout obligé. Ah non, pas du tout obligé. On l'a pas fait, par exemple. Ouais, d'accord. De filmer le déballage. Et généralement, c'est fait par les fans. Les vrais fans, ils sont trop contents, ils ouvrent le truc. Sauf que, là, ce que vous avez vu ici, et c'est pour ça que je le fais de manière très sérieuse au début, j'ai un petit costard, des gants blancs, pourquoi? Et vous l'avez coupé juste avant. C'est que le président mondial de Nintendo, Satoru Iwata, a fait un unboxing. C'est complètement dingue, ça veut dire que d'un truc de fan assez obscur, un peu ridicule, le président même l'a fait. Et donc, on est bien d'accord que d'un bout à l'autre, on est dans la promo. Non, parce que... on est dans quoi d'autre? Alors, je vous arrête tout de suite. Regardez.
Si on prend la séquence, et j'invite vos auditeurs à la regarder, déjà vous avez coupé un point où je dis justement, quand j'ouvre ce premier pack, où je dis je dis le mot arnaque, qui a justement été coupé. Oui, j'ai juste laissé rien du tout. J'ai fait un montage et j'ai laissé rien du tout pour bien montrer qu'effectivement vous étiez critique sur le premier. Exactement. Après, sur les autres, vous essayez de rattraper le produit. Et en fait, quand vous dites quand les deux autres produits, vous bah oui, mais les deux autres sont bien. Les deux autres sont plutôt bien, corrects par rapport à ce qu'on en attend. Donc dans le montage, j'ai laissé la première critique. Je suis d'accord. Et ensuite, j'ai laissé. Mais il faut savoir que si vous voulez, juste un mot, vraiment en 30 secondes, on a été conspué sur Gameblog cette semaine parce qu'on faisait apparemment du bashing de la Wii U. On a sorti plusieurs points de choses qui n'allaient pas. Les menus extrêmement lents, on a été les premiers à en dire. Ouais, mais on l'a fait en news avant, on a tout chronométré et vraiment on a été très critique. Sur des choses qui n'allaient pas, la mise à jour qui pouvait casser la console. Juste sur les menus, vous dites qu'ils sont trop lents et puis finalement à la fin de la séquence, vous dites non, finalement c'est pas si lent que ça et en plus ils vont l'améliorer. Oui, mais alors ça c'est comme toujours dans le journalisme, c'est prendre l'image qui va bien. Parce que là maintenant je vous invite à aller lire sur la news, les menus sont extrêmement lents et vous verrez qu'on est très critique. Usul, c'est quoi ce qu'on vient de voir là? C'est de l'unboxing avec un petit côté rigolo. Ouais, c'est ça. Voilà. Rien de plus. Ça n'a pas grand intérêt. Pour moi, c'est pas de la pub bête et méchante. Je trouve pas que ce soit de la pub. Par contre, c'est dans la tradition d'une vidéo qui est. C'est pas non plus du journalisme. C'est évidemment. Mais tu te définis pas comme journaliste. Ah non. Voilà. Ça ne se prétend pas être du journalisme, ça soyons clairs. On est d'accord. Ce qu'on vient de voir, votre sentiment, votre analyse. Analyse. Votre ce que vous voulez. Peut-être un sémiologue pourrait trouver quelque chose. Non, moi ça n'a aucun intérêt. Je vois pas du tout là. C'est pas notre vision des choses. Je comprends tout à fait qu'on puisse confondre ça avec la promotion de produits. Je dois dire que la ligne me semble assez ténue. Et puis surtout, c'est inintéressant complètement. Totalement inintéressant. Et alors, à votre avis, pourquoi ils le font? Ils le font, j'en sais rien, il faut lui demander, mais... non, mais je vous demande à vous, parce que comme Julien nous a expliqué. Comme Julien précisait, c'est une mode sur YouTube, les gens qui se filment avec leur webcam en train de déballer leur truc. Voilà. Est-ce que nous, il faut qu'on prenne ça Je pense qu'il ne faut pas que vous le fassiez. Ah non, mais c'est pas vous. C'est pas vous. Moi, on l'a fait à une époque, il y a très longtemps, sur la Xbox 360, je crois, donc ça fait 6-7 ans. Et puis, à un moment, d'une part, parce que c'est toujours pareil, tout le monde le fait, ça n'a plus grand sens. Et la Wii U, de toute façon, est déjà sortie depuis quelques semaines aux États-Unis. Et puis voilà, ça n'a pas vraiment un intérêt fou. Donc on a décidé d'arrêter de le faire, que ce soit pour la Wii U, que ce soit les consoles précédentes. Voilà, effectivement, je ne suis pas certain que c'est un grand intérêt. Mais vous analysez ça comme de la promo ou pas? Je veux dire, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est de la pub déguisée pour le produit ou non? Non, mais c'est... après, c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est fait. Typiquement, déballer une console, montrer ce qu'il y a dans un pack qu'on achète, c'est de l'information. Ah bon? Ça peut être de l'information. Déballer une console, c'est de l'information. Ça vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du pack que vous allez potentiellement peut-être acheter. C'est une information comme ce qui est marqué sur la boîte. Ce pack contient... non, mais le lecteur qui va dépenser 350 €, il a envie de savoir ce qu'il achète. Ça peut être de l'information. Non, mais c'est pas parce qu'il vous voit déballer qu'il va savoir si c'est bien, si ça marche, si c'est pratique, si c'est ergonomique. On en a fait des dossiers à côté. Bien sûr. Non, mais on est d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'arrêter d'en faire. Parce que ça n'a pas un intérêt fou pour le lecteur. Mais ça peut être une information. Usul ? C'est du guide conso, quoi. Mais là, c'est pas ce qui me paraît être de la pub là-dedans. Quand je regarde ça, je me dis pas c'est de la pub pour la Wii U déguisée. C'est pas ce que je me dis. C'est juste bon, ce qu'il fait n'a aucun intérêt pour le coup. C'est une blague. C'est juste une blague, mais bon, le fait est qu'il y a la Wii U qui sort, et ben lui, il monte la Wii U, voilà, c'est la Wii U, ça tombe bien, c'est la sortie de la Wii U, et ça... Faites-le avec des gants de Mickey, vous allez voir, c'est pas facile. Pour la com de Nintendo, c'est pas plus mal, on parle du produit, c'est normal, c'est la sortie, c'est le lancement. C'est ce qu'on n'arrête pas de faire depuis le début de cette émission. Voilà. Soit dit en passant, nous aussi, on participe vraiment à la Wii U. Alors, juste parce que peut-être que les sites dont on parle depuis le début de cette émission, nos abonnés ne les connaissent pas forcément. Sébastien, courageusement, vous êtes allé les explorer. Voilà, alors autant vous dire que quand je surfe sur un site de jeux vidéo, je suis comme Frédéric Lopez, c'est-à-dire que je débarque en terre inconnue. C'est un milieu que je ne connais pas du tout, je ne parle pas la même langue, je n'ai pas le vocabulaire, mais bon, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, ma souris, et je me suis lancé. Alors on va commencer par Gameblog. Alors la première chose qui frappe sur Gameblog, là ça va marcher, voilà, c'est qu'il y en a partout, il y a plein de couleurs, ça clignote. Alors est-ce qu'on va voir clignoter? Voilà un petit peu.
On a et surtout la difficulté, c'est de distinguer en fait ce qui est le contenu du site et la publicité. Alors une fois, alors on va remonter. Une fois qu'on a compris le principe que par exemple que voilà la barre de navigation se trouve entre la grosse pub en haut et le deuxième bandeau publicitaire en bas, on a compris qu'on peut cliquer sur de l'actu. Alors, premier point, donc, ce qu'on voit sur le site de Gameblog, l'actualité. Donc, en fait, ce sont des brèves. C'est sur les derniers jeux sortis, les dernières consoles. Alors, ça charge, ça rame un peu. Voilà. Donc, dernière console, dernier jeu. Là, je suis sur test. Là, ça marche à moitié. La deuxième news la plus vue, c'est Nintendo, le bug qui fait friser la Wii. Ça, je peux vous dire, Nintendo, ils n'ont pas aimé. On peut regarder, c'est quoi C'est là. Deuxième, dans le top, là. Le bug qui fait friser. On a filmé sur notre Wii. Ça fait cracher la console, c'est-à-dire que ça s'arrête, il faut tout débrancher. Ils n'ont pas aimé. Bien joué. Donc voilà, donc là on est dans la partie actualité. Des menus extrêmement lents, je lis, nos tests Wii U. Voilà. Et puis en une, il y avait aussi notre avis, faut-il l'acheter? Et le constat au final de la rédaction de Gameblog, on peut aller le voir. Vous allez voir, c'est il faut attendre, donc pour de la pub. Alors ça dépend, il faut attendre parce que en fait vous avez un dossier où chacun donne son avis. Oui. Certains disent faut attendre, il faut l'acheter. Il y a l'avis global de la rédaction. Non mais on est d'accord qu'il y a plusieurs avis et qu'il y a des avis où on dit qu'il faut l'acheter tout de suite. Le mien, c'est Télérama quoi. Le mien, c'est il faut attendre et à la fin, regardez qui. On peut le faire, on est en direct. Cliquez le verdict de la rédaction, faut-il l'acheter? Il est juste là, je vois point d'interrogation. Non, juste là, en dessous. Voilà. Et on va faire donc l'avis de la rédaction, donc descendez un petit peu, tac, tac, tac. Là, l'avis de Gameblog. L'avis de Gameblog, on va lire tous ensemble. Et on est d'accord que ça, Sébastien, c'est l'avis de tous les rédacteurs. C'est l'avis de tous les rédacteurs. Selon le rédacteur auquel on clique, parfois il nous invite à. Ah bah oui, c'est subjectif. Il y en a deux. Et donc, attendez, le suspense est insoutenable. Alors, il y a un avis global de Gameblog qui est donc des pour, ok. Des voilà. Attendez, des et l'avis, le verdict de Gameblog, patientez avant d'acheter. Absolument. C'est une attitude blasée, ça. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, c'est une attitude en période de crise où, pour l'instant, de manière objective, on va dire journalistique, il n'y a pas encore assez d'exclusivité, pas assez de visibilité sur ce qu'il y a, et énormément d'excellents jeux sur les consoles actuelles. Il vaut mieux attendre un tout petit peu. En tout cas, oui, c'est ce que ça m'évoque, c'est juste la Wii U, faut-il l'acheter? Voilà, c'est acheter, pas acheter. On reste toujours dans ce truc-là. C'est un peu la question que se posent les joueurs, quand même. Pas que, non. C'est-à-dire il faut quoi? Il faut la manger? Qu'est-ce qu'ils se demandent d'autre? La Wii U, que va-t-elle apporter aux jeux vidéo? La Wii U, innovation, on peut se poser plein de questions autour d'une console. Mais ça fait un an qu'on le fait, Jules. Oui, mais pas le jour de la sortie. Le jour de la sortie, la question c'est est-ce qu'on l'achète ou pas. Mais des reportages avec les développeurs sur savoir qu'est-ce qu'apporte le gamepad, les innovations, etc. On en a déjà fait. Je suis assez d'accord. Le jour de la sortie, le client il attend un avis du site. D'ailleurs, vous avez donné un avis aussi sur ce produit dont je ne prononcerai pas le nom, simplement par vertu, non pas du tout parce que je m'en souviens plus. Mais on a donné un avis de façon, d'une part, on a une émission hebdomadaire dans laquelle là pour le coup chaque rédacteur dit son ressenti, etc. Il y a un avis global du site comme chez eux? Un avis global du site sur une console, c'est compliqué. Parce qu'une console, ça dépend. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Mais laisse-moi m'expliquer. Parce que c'est compliqué l'avis général sur une console, parce que ça dépend beaucoup des jeux, ça dépend beaucoup du line-up de sortie. C'est pas toujours les jeux les plus intéressants qui sortent le jour de la sortie. Et en règle générale, on conseille de ne pas acheter une console à sa sortie, parce que c'est là où elle est la plus chère et c'est là où elle est la moins intéressante. En revanche, donc on n'a pas. Mais vous ne le dites pas explicitement. Eux, ils disent c'est clair, patientez avant d'acheter. Sur la console, on ne donne pas un verdict final et on détaille les points importants de la console, ce qui nous chagrine entre guillemets, ce qui va pas, ce qui va et où elle peut aller. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué une console le jour de sa sortie. On continue l'exploration? Alors on y va. Donc j'ai fait les news. Là, toujours sur Gameblog, je suis dans la phase de test. Alors hier soir, donc quand je suis connecté, donc il y a eu d'autres articles entre-temps, on pourra cliquer dessus. Donc la catégorie test, Gameblog.fr. Voilà, très bien. Donc, le test très important, puisqu'évidemment, vu que les jeux sont autour de 60 €, vaut mieux savoir ce qu'on va acheter avant de le faire. Alors, allons-y, par exemple, moi j'y connais rien, je clique sur Darksiders 2. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se présente? On a un avis au centre. Juste à gauche, on peut acheter le jeu sur Fnac.com. Et à droite, on a l'évaluation, le verdict. Verdict très bon, 4 étoiles sur 5.
Juste en dessous, on a quelques commentaires. On aime, on n'aime pas. Alors là, par exemple, ce que vous aimez, je cite un univers extraordinaire ou alors un game design ultra riche et varié. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que le verdict est très bon, 4 étoiles sur 5. Donc là, je me dis, je vais chauffer la carte bancaire pour l'acheter. Sauf que là, évidemment, avant de le faire, avant de sortir, il y a un danger, c'est qu'il faut savoir où je clique. C'est-à-dire que, en fait, sur votre page, vous avez pas moins de 6 bandeaux publicitaires. Donc, quand j'ai ma carte bleue, il faut que je fasse attention de ne pas cliquer sur Virgin. Donc, nous avons Virgin, on descend. Je peux aussi acheter une console de jeu Fnac. Donc, je descends toujours. Moi, ce qui me rassure, juste un point, c'est que globalement, parce que aussi ce que vous n'avez pas remonté un petit peu. Alors, je termine juste oui, quand même, bien sûr, je peux aussi acheter mon ordinateur portable ou le louer. Donc là, c'est formidable. Cool. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de publicité, mais effectivement, je peux cliquer en bas à gauche pour acheter le jeu. Alors, juste quand même, j'hésite à l'acheter, parce que évidemment, voilà, c'est un jeu, c'est pas forcément évident. Donc, je retourne sur la page de test, vu que j'y connais rien, et je vais essayer un autre jeu. Alors, Sonic, ça me parle. Alors, on remonte sur Sonic. Je clique. Vous dire, on n'est pas un site marchand non plus. Hein, non, mais je regarde. Non, mais les tests, c'est très important. Je regarde, et là, je me dis, verdict très bon, 4 étoiles sur 5. Donc là, je suis embêté parce que je sais plus ce que je vais acheter. Le premier, le deuxième. Alors, je reclique ailleurs. Je reclique ailleurs, et en fait, en réalité, il y a parfois des notes un peu moins bonnes. Mais globalement, vous trouvez les jeux suffisamment bons avec des verdicts plutôt positifs. Et évidemment, si moi, j'avais dû utiliser ma carte bleue en regardant votre site, j'aurais certainement été à découvert. À découvert d'autant plus que je termine juste là-dessus sur votre site. Bien sûr. Et moins pour lui. Hein. moins pour le consommateur. Et évidemment, je peux utiliser ma carte bancaire aussi pour pouvoir regarder votre émission, puisque donc vous avez les podcasts Game Boy Premium, donc là c'est pour être abonné, c'est 39 € sur l'année, et avec un argument de vente à mon avis. Il n'y a pas que les podcasts, on a plein de choses. Non, mais un argument de vente qui a été décisif pour moi, c'est plus de publicité pour l'abonné. Ah oui, l'abonné, ça c'est un modèle. Ça supprime toute la publicité, ce qui nous paraît logique et normal. Je reviens juste sur un tout petit point parce que vous parliez des notes et vous disiez c'est très bon, etc. Et souvent il y a des gens qui disent ouais mais les sites ils mettent que des bonnes notes, etc. Moi ce qui m'importe aussi c'est dans ce cas-là de voir un peu la relation entre nos notes et la note des lecteurs. Et si vous regardez par exemple sur Darksiders 2, je vois que la note de la rédaction est exactement en phase avec la note des lecteurs. C'est-à-dire qu'on est en phase avec ce que le public a apprécié et la note. Moi, c'est ce qui me paraît aussi assez important. En moyenne, il y a combien de lecteurs qui participent et qui notent en moyenne on a un million de visiteurs uniques par mois. Non, mais ceux qui notent, ceux qui participent. Mais pour avoir une idée de la représentativité. C'est extrêmement dépendant du jeu et de l'attente du jeu. En moyenne. Alors, franchement, vous me l'auriez demandé hier, je vous aurais sorti les chiffres, mais je ne les connais pas. Vous ne savez pas ça va d'une dizaine à des milliers. Chez vous aussi, les lecteurs notent? Oui, les lecteurs peuvent noter également, ça va d'une dizaine à une centaine. De 10 ? Ah oui, c'est pas énorme quand même. C'est beaucoup moins de chez eux. Vous avez des centaines de milliers, vous, c'est ça ? Non, des milliers. Des milliers. Sur des call-offs, mais chez eux, ça doit être pareil. Ça dépend des jeux, ça dépend des... Là, par exemple, pour le jeu Lego, Le Seigneur des Anneaux, vous mettez un verdict très bon, 4 sur 5. Avis des lecteurs, 3 sur 5, mais il y a 2 votes. Mais le jeu vient de sortir aussi, à la fois. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Ouais, et les systèmes de notes ne sont pas modérés par les sites. C'est-à-dire, il n'y a pas de filtre sur les notes. Pour les lecteurs ? Oui, pour les lecteurs. Mais c'est-à-dire que si des internautes... Ça vaut ce que ça vaut. Oui, si des internautes se mettent d'accord pour désinguer un jeu et cliquent et notent 10 fois ou 20 fois ou 30 fois, ils peuvent. Ah non, individuellement, ils ne peuvent pas. Ils votent qu'une seule fois. Faut qu'ils soient nombreux. Ou qu'ils s'organisent, ça c'est déjà vu. Ils s'organisent sur le forum, ils disent on va descendre ce jeu-là, on y va tous et on fait descendre la note. Ça c'est vu. Oui. Et à l'inverse, comment vous protégez du risque de voir les fabricants noter eux-mêmes ou faire noter leur personnel, par exemple, pour faire monter la note d'un jeu ? C'est pour ça que je dis les notes des lecteurs, ça vaut ce que ça vaut, dans le sens où il n'y a pas de filtre de ce genre-là. Donc, dans aucun sens. Non. J'imagine. Vas-y. C'est pareil sur les sites de cinéma, etc. Généralement, je dis bien généralement parce que c'est pas le cas, le nombre fait que la moyenne est à peu près crédible, on va dire. Mais après, ça vaut toujours ce que ça vaut. Et vous avez des retours sur ces notes de la part des fabricants? C'est-à-dire, ces notes sont regardées avec attention par les éditeurs de jeux, et quand la note est très mauvaise,
Il peut leur arriver de réagir en s'étonnant, en s'énervant. On a quelque chose de nouveau sur Gameblog qui s'appelle l'Argus. C'est-à-dire que là, en fait, les joueurs peuvent donner un prix. Le prix qu'ils estiment être celui qui devrait être le vrai prix du jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plusieurs gammes de prix. On a les petits jeux sur smartphone qui vont coûter entre 0 et 79, maintenant 89 centimes, pardon, jusqu'aux gros jeux qui vont coûter 70 €. Mais parfois, il y a certains jeux à 70 € qui vaudrait plutôt 40. En tout cas, c'est comme ça qu'à ce prix-là, je l'achèterais. Et donc là, on a un algorithme qui permet de pondérer un peu les choses et donc de soustraire, de supprimer les notes extrêmement basses. Ah, là, vous pondérez quand même. Bah, c'est obligatoire parce que s'il y a 100 personnes qui mettent 0 €, un jeu ne vaut pas 0 €. Enfin, et s'il y en a qui mettent 4 000 €, alors, pareil, je posais cette question sur les notes parce qu'il existe aux États-Unis, ai-je appris, un site qui s'appelle Metacritic. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vous connaissez tous. On en fait partie. D'accord. Et donc, qui est un site qui rassemble toutes les notes et toutes les appréciations qui sont mises par les internautes sur tous les sites comme les vôtres, mais les sites américains. Et quand un fabricant américain sort un jeu et que sa note sur Metacritic est très mauvaise, il a pu arriver que ça fasse plonger son cours de bourse. Donc, on imagine que les fabricants, les éditeurs, en tout cas ceux qui sont cotés en bourse, le regardent avec beaucoup d'attention. Pour Metacritic, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la note Metacritic, celle qui a une incidence sur les éditeurs, par exemple, c'est des publications choisies par Metacritic. C'est pas des notes de lecteurs. Ça peut être Gameblog, ça peut être nous, ça peut être d'autres, surtout dans le monde anglophone. À côté de ça, sur Metacritic, il y a une note des joueurs, mais c'est pas cette note-là qui a ce poids-là et qui est la note Metacritic, telle qu'on l'appelle. Mais je suis d'accord avec vous, ça a effectivement une incidence. Nous, on voit beaucoup, moi je parle beaucoup avec des développeurs qui ont des intéressements si leur jeu franchit un cap sur Metacritic. C'est-à-dire si leur jeu franchit les 90% ou 87% Metacritic, donc l'agglomérat de toutes les notes mondiales sélectionnées par Metacritic, effectivement, soit un bonus, soit même, et parfois ça arrivé sur certains jeux, il y a des coupes d'employés. C'est-à-dire que le jeu n'est pas reconduit, il y a même des... c'est un vrai impact. Donc la note est importante, surtout que vous... très importante. Surtout que vous y êtes. Elle est extrêmement importante. J'ai vu bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Vous y êtes, c'est-à-dire que vos propres notes sont prises en compte. Les notes de Gameblog sont prises en compte dans l'agrégat de Metacritic. Donc elles sont effectivement très importantes. On vous entend peu, Canard PC. J'ai pas grand-chose à dire sur les sites web. Parce que c'est un modèle complètement différent, parce que vous parlez beaucoup de consoles et que nous, à Canard PC, comme le nom l'indique, on est très orienté PC, même si depuis un an, on essaye de parler un peu différemment du monde de la console. Nous ne sommes pas sur Metacritic et nous en sommes très heureux. Pourquoi ? C'est un système qui est complètement aberrant. Qui génère des effets retours terribles. Julien, ça peut paraître vertueux vu de l'extérieur. Ça n'est pas vertueux. Avoir un système qui centralise les appréciations de tous les sites spécialisés et auquel finalement l'internaute peut se reporter pour avoir une espèce d'opinion générale moyenne, ça peut paraître quand même... oui, je pense que le concept initial pouvait paraître vertueux. Aujourd'hui, ce qui se passe très clairement sur Metacritic, si on veut faire un point là-dessus, c'est que, la recette est secrète. L'algorithme, enfin la potion magique. C'est-à-dire qu'ils annoncent les sites mondiaux qui en font partie, mais ils sont pondérés selon une formule qu'on ne connaît pas. Ah oui. Voilà. Donc Gameblog, je ne sais pas si ça compte pour 1/10 ou 110e, je ne sais pas si... C'est pas transparent. Ah non. On n'est plus dessus. Ouais. Vous n'êtes plus dessus. Mais de toute façon, Metacritic fait partie du groupe CBS, auquel appartient Gamecult également. Qui Auquel appartient Gamecult également. Ah d'accord. Ah, c'est-à-dire ils ont la même maison mère. Vous avez la même maison mère, d'accord. Non, mais attendez, je démarque. D'accord. Donc c'est un système, et comme le disait Julien, aujourd'hui, qui a pris tellement d'importance, c'est-à-dire qu'effectivement, les décideurs, le marketing, la communication des éditeurs, c'est une industrie qui est très lourde. Ils ont besoin d'un référent facile, donc ils ont pris ce référent-là, par la force des choses. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions de dollars qui dépendent de 1/10 ou 2/10 de points Metacritic. Donc ça fait peser sur toute l'industrie, mais en particulier sur la presse, un poids qui est absolument démesuré. Comment voulez-vous qu'un journal, un journaliste, un groupe de presse moyen ou petit résiste à une pression qui vaut des centaines de millions de dollars? Je veux dire, on a là tout le canal qu'il faut pour que le marketing et la communication des éditeurs soient lourdement incités à venir faire pression sur la presse.
Donc c'est un système qui est devenu monstrueux et qui est devenu aberrant. Mais alors ces pressions, puisque c'est la première fois je crois qu'on prononce le mot depuis le début de l'émission, alors ces pressions existent-elles en France aujourd'hui par exemple, et quelles formes prennent-elles? Il y a plusieurs formes, il y a des pressions. D'abord c'est un milieu qui est comme celui du cinéma et de la presse cinéma. C'est-à-dire que si vous voulez faire un journal de cinéma aujourd'hui et que vous n'avez aucune connaissance chez les réalisateurs, aucune connaissance chez les acteurs, aucune connaissance chez les attachés de presse, que vous n'êtes pas invité sur les tournages, que vous n'êtes pas invité aux avant-premières, vous faites rien. Vous faites la critique de film. La critique de film. Quand ils sortent en salle. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est bien, mais ça suffit pas pour le lecteur. Si le lecteur sait que se tourne en ce moment le film dont il rêve, vous avez envie de lui montrer des images. C'est de l'information, c'est pas de l'aberration. D'accord. Et alors l'équivalent en jeu vidéo, c'est quoi? C'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des jeux en production, il y a des jeux qui sont en pré-production, qui vont sortir. On veut des accès, on veut savoir ce qui se passe. On vous propose mais là j'ai le service communication de tel éditeur mondial qui m'autorise à envoyer X journalistes européens pour aller découvrir ce jeu-là. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que le jeu m'intéresse parce que je connais l'équipe? Oui, peut-être. Est-ce que je m'intéresse parce que c'est la suite d'une franchise? Oui, peut-être. Donc en fonction de ces décisions-là, ces opérations se montent. Et ce que vous êtes en train de décrire là, c'est par exemple une pression par l'invitation au voyage de presse, c'est ça? C'est une pression, pour dire les choses franchement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'accès à ça, et que vous êtes un site qui, par exemple, un site qui vise un public très large, et qu'on vous prive d'accès aux licences les plus populaires, vous êtes un peu dans l'embarras. Donc, et alors, pour éviter d'être comme ça blacklisté, boycotté par les fabricants, pour obtenir des petites informations avant commercialisation des jeux, ou pour être invité en voyage de presse, est-ce qu'on n'est pas amené à retenir ces critiques? Retenir ces critiques, non. On est amené, quoi qu'il arrive, comme le dit Yvan, à faire des compromis. C'est-à-dire que, quand je parle de compromis, on pourrait faire des critiques de jeux vidéo après la sortie, se contenter de ça, et en être content. Oui. Et en être content. Il y a un moment, on est obligé aussi de parler aux éditeurs et de savoir ce que disait Yvan, c'est-à-dire un jeu qui sort, une possibilité de jouer un jeu en avance ou de le voir en avance. On peut accepter ou pas d'aller le voir. On peut accepter. Mais en général, vous acceptez. En général, en fait, c'est pour ça que. C'est pas vrai, non, ça dépend complètement. Ça dépend. Ça dépend, de ce qu'on veut voir, des conditions dans lesquelles on va les voir. C'est déjà arrivé, par exemple, comme le dit Yvan, il y a des jeux qui nous intéressent à la fois pour nous et pour notre lectorat, et d'autres, non. Parce que aller voir un jeu, ça peut prendre plusieurs jours. Oui. Il y a un moment, on a besoin de faire autre chose. Et il y a certains éditeurs qui couplent. C'est-à-dire que tu vas voir ça, et tu vas me voir ça, et puis tu écriras dessus après. Donc ce genre de choses. C'est-à-dire, si tu veux voir tel jeu qui t'intéresse, je t'oblige à aller voir aussi tel et tel jeu qui t'intéresse pas. Je t'oblige non seulement à aller le voir, mais à écrire dessus. Et à écrire dessus. Je t'oblige pas, je ne t'invite pas si tu t'engages pas à faire. Je t'invite pas si tu t'engages pas à écrire dessus. Ça arrive. En règle générale, Quels sont les exemples récents? Il y a déjà eu des exemples chez Activision, par exemple. Sur quel jeu? Non mais ça m'intéresse parce que moi je n'ai pas vu ça. Allez-y. C'est des exemples récents, donc pas récents. Non mais c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que récemment, quels sont les exemples? Ça s'appelle récemment, non mais ça fait, je sais pas, 2-3 ans par exemple, moi j'appelle ça récent. Donc ça n'existe plus? Ou moins? Non mais attendez, le fait que vous posiez la question comme ça veut dire que quoi? Que vous savez que ça existait, que ça n'existe plus, qu'il y a eu un moment où ils ont arrêté, c'est ça que vous voulez dire? Moi ce que je vois, c'est que les événements sur lesquels on est invité Gameblog, on n'a pas de pression de ce genre-là. Et vous n'en avez jamais eu? Ou alors vous n'en avez plus? Ou sinon on a dit non. Vous en avez eu ou vous en avez pas eu? Sur des jeux groupés, etc., on les a eus et très honnêtement, on ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on a testé le jeu qui nous intéressait et le reste, on ne l'a pas fait. C'est précisément ce que vient de dire Gaël. C'est que des fois, il est amené à refuser parce qu'il y a des couplages qui ne lui plaisent pas. Non, c'est-à-dire faire un arrangement, c'est-à-dire tu y vas, tu fais ce qui t'intéresse et le reste, tu ne le fais pas. Ça veut dire juste être malin. Bref. Non mais alors attendez. Moi je voudrais juste comprendre. Vous vous engagez à parler des 3 jeux. Non. Alors vous n'allez pas voir le jeu qui vous intéresse alors. Puisque moi je vous dis, j'ai pas d'exemple. C'est pour ça que je posais la question à Gaël. Vous me dites que ça a pu vous arriver et que vous n'avez pas respecté sur des jeux couplés, l'engagement que vous aviez pris. Sur des jeux couplés, non.
Ah d'accord. Non. Alors qu'est-ce qui a pu vous arriver? J'ai mal compris. Alors ce qui nous a pu nous arriver, c'est qu'on nous dise tu viens, il y aura plein d'enjeux, on pourra faire des interviews, etc. Une fois qu'on arrive là-bas, on nous dit il faudrait faire celle-là aussi. Ben, on dit non. On dit non. Parce que nous, on n'était pas venus pour ça. Et à ce moment-là, on vous vire. Ah bah non, parce que vous êtes déjà sur place. Ah, vous êtes déjà là. Donc voilà, vous êtes sur place. Et alors le coup d'après, vous êtes réinvité par le même fabricant? Bah oui, et parfois non, etc. Et on a eu des histoires de blacklistage. On nous a menacés, on nous a blacklisté à un moment, et ça s'est réglé. Puis c'est tout. On discute. Ça se règle toujours. Bref, ça se règle toujours. La pression, elle peut exister, mais il faut y résister. Mais ça se règle toujours à la satisfaction du fabrquin ou à la satisfaction du journaliste? Non, mais c'est des fâcheries, c'est-à-dire que ça dure 6 mois et puis après... Ouais, c'est ça, voilà, comme partout. Quoi. Voilà, je l'imagine que pour le cinéma, c'est pareil, on descend un jeu, le producteur est très mécontent, l'attaché de presse est très mécontente, on n'est plus invité aux projections de presse pendant 6 mois, et puis après, il y a un autre film dont on a un peu besoin de vous, donc on vous réinvite. Il se trouve que vous aimez bien le film. Parfois, ça va un peu plus loin quand même, parce qu'il y a quelques cas où, notamment vous, chez Gamecult, où par exemple, c'était en 2010, je crois, vous m'avez expliqué que c'était Sony qui avait retiré toutes les publicités de votre site. Oui, c'est arrivé à Gameblog aussi. Ça arrive à Gameblog, il n'est pas plus loin qu'en 2012. Hein, donc, mais attendez, vous avez l'air de considérer ça comme des mais ils ont raison d'essayer. Si on vous retire des budgets, c'est quand même emmerdant pour vous. C'était extrêmement emmerdant. C'était un énorme problème. Mais sauf qu'on a résisté, on a dit, bah non, c'est comme ça, ok, mais c'est pour moi. On a résisté. Si le chiffre d'affaires publicitaire plonge... c'était la merde. C'était la merde. Et alors? Je vais vous le dire vraiment, c'était la merde. Sauf que nous, on est resté droit dans nos bottes. On a fait, c'est comme ça, et on assumera. Et on verra ce qui se passe. Qui vous a sucré le budget de pub? C'était Activision Blizzard, le premier éditeur au monde. D'accord. Sur Call of Duty. Ça représentait combien de vos revenus publicitaires? C'était un chiffre non négligeable qui, franchement, était proche du quart. Proche du quart des revenus publicitaires. Et ils ont retiré pendant combien de temps? Alors justement, c'est la chance, entre guillemets, qu'on a eue, c'est que cette affaire-là, comme c'était sur le plus gros jeu au monde, Call of Duty, a été extraordinairement relayée aux États-Unis. Absolument pas en France. Votre petite affaire? Oui. Absolument pas en France. Tous les sites majeurs dont parle IGN, Kotaku, Joystick, avec un Q, tous les sites majeurs américains en ont parlé. C'est remonté jusqu'aux oreilles d'Activision Monde, qui l'a refait descendre à Activision France, et ça s'est réglé au final assez rapidement. Mais avant que tout ça se passe, on ne savait absolument pas que ça allait se régler. Nous, la seule certitude, c'est qu'on était blacklistés. C'est une initiative de la filiale française. Bref, de toute façon, pour revenir quand même. Donc il y a moyen d'être malin, peut-être, éventuellement. Peut-être, d'être patient. Ou de refuser l'invitation. Voilà. Tu dois être un peu idiot. Oui, ça doit être ça. Donc il y a certaines choses, par exemple, qu'on accepte, d'aller voir un jeu en avance pour écrire des premières impressions, donc pas un verdict sur le jeu, etc. Il y a des choses qu'on refuse, typiquement, c'est de tester un jeu, donc de donner notre opinion et de pas dire s'il faut l'acheter ou pas, mais donner les éléments permettant au lecteur de l'acheter ou pas, dans des conditions imposées par l'éditeur. Ça peut être dans un hôtel, ça peut être à Londres, ça peut être... Ah oui, parce qu'il y a ça, on peut vous dire... C'est une pratique, là, pour le coup, qui est de plus fréquente. Depuis plusieurs années, et que j'ai des exemples très récents. Bizarrement, tu ne m'en demandes pas. Mais si, Call of Duty, si tu veux, pas de problème. Même, ça veut dire, attendez, attention, sous-texte. Non, je sais pas, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, ça a l'air de te concerner. Là, ça ne te veut dire quoi le sous-texte? Ça veut dire quoi le sous-texte? Nous sommes allés en Angleterre pour tester Call of Duty. Moi, je te le dis, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, par exemple, c'est une pratique qu'on ne fait pas. Et pourquoi ils n'auraient pas dû y aller? Oui. Eh bien, il fait... Non, mais là, pour le coup... Mais pourquoi vous ne le faites pas pourquoi tu sous-tends un truc genre, il y a... j'essaie de le cacher, parce que sur le voyage de presse couplé, j'avais l'impression que ça te choquait, qu'il n'y avait plus d'exemples récents. Tu m'as dit toi-même que ça, depuis 2-3 ans, on n'avait pas. En tout cas, on m'en propose plus. Je sais pas. Et à la base... Allez tester le jeu en Angleterre, alors ça s'est passé dans quelles conditions? Alors, c'est pas moi qui y suis allé, c'est notre rédacteur en chef de Gameblog qui y est allé. C'est très simple, vous avez une chambre, à vous, personne d'autre. Dans un hôtel. Dans un hôtel. Une télé, un jeu, et vous jouez pendant plusieurs jours. Juste l'hôtel, quelle catégorie? J'en ai aucune idée, j'y étais pas. Et vraiment, là, en toute franchise, je ne sais pas. J'imagine probablement un bel hôtel. Très honnêtement. Mais voilà. À la fois, vous savez, à Gameblog, mais Gamecult, c'est pareil. Ça fait, et Canard PC, idem. Ça fait pour certains plus de 20 ans qu'on fait ce métier, donc des beaux hôtels. Effectivement, on en a vu plusieurs. Je pense que quand Lucasfilms invite les journalistes à aller voir une avant-première, ils ne les mettent pas dans un motel. De vous, là. Donc, ils ont le temps pour tester le jeu intégralement, et ils ont d'autres journalistes mondiaux qui leur permettent aussi de tester le multijoueur, qui est l'une des composantes essentielles de ce jeu-là, dans des conditions réelles. Voilà. Et il y a Quelles conditions réelles? Une chambre de 5 étoiles à Londres, c'est pas des conditions réelles. Je veux dire, les gens qui vont jouer, ils vont pas jouer dans une chambre de 5 étoiles à Londres. Ça, je comprends. Mais derrière,
qu'est-ce que ça change? Ce qui changerait, c'est que l'éditeur soit derrière vous et fasse « c'est bien, c'est bien, c'est bien », mais ce n'est pas ce qu'ils font. Mais attendez, vous êtes invité dans un 5 étoiles pour combien de temps? Ça dure combien de temps? Je crois que c'est 2 jours. Bon, 48 heures, si vous voulez, dans un 5 étoiles, vous ne vous sentez pas acheté, franchement? Ah non, absolument pas. Ce qui serait acheté, c'est la note. C'est le verdict, c'est l'appréciation. Mais attendez, non mais attendez, il y a un moment, ça fait beau courir. Il faut mettre les pieds sur terre. Oui. On est des grands garçons ou des grandes filles pour les gens qui font ça. Est-ce que vous croyez juste parce que vous allez dormir dans un hôtel en soi que vous n'allez pas voir puisque vous allez être rivé à votre écran pour y jouer? Oui, enfin, voilà. Quel est le souci, honnêtement? Pourquoi vous n'allez pas dans les hôtels? En fait, c'est pour ça on me demandait des exemples de pression et pour moi que ça soit même les avant-premières où on va ou les tests que pour le coup on ne fait pas, c'est des exemples de pression. Il y a certains compromis qu'on fait, par exemple on va aux avant-premières, on ne teste pas dans... Après chacun... Mais quel est en fait le problème de tester, chez l'éditeur? Chez l'éditeur ou dans un 5 étoiles londonien, j'y reviens. C'était peut-être un 4, moi je ne sais pas. Peut-être un 3. Renseignez-vous, renseignez-vous. Est-ce qu'il y avait le petit déjeuner? Non mais attends, le problème il est évident. Il y a plusieurs choses. D'une part, au-delà du simple fait que c'est un hôtel ou que c'est l'éditeur, etc., il y a beaucoup de choses. On n'est pas dans un contexte habituel. On n'est pas... on est tous journalistes dans le même hôtel, on discute, on échange. Il y a les attachés de presse qui donnent leur avis, blablabla. Il y a une émulation. Et c'est quelque chose pour un test de produit qu'on ne veut pas faire. Voilà. Et vous m'aviez expliqué autre chose. Vous m'aviez expliqué aussi que les tests faits chez les éditeurs ou ailleurs, c'était fait sur des machines qui parfois ne correspondaient pas forcément aux machines que vous aviez chez vous. Non, ça c'était autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Que ça soit dans ces sessions de test ou même à la rédaction, on a des machines qui s'appellent des machines debug. Oui, non, mais vous m'avez dit que parfois les tests que vous faisiez sur les versions, sur des versions, oui, c'était des versions qui n'étaient pas forcément les versions finalisées ou commercialisées. C'est pour ça qu'on l'indique dans les tests. Ouais. Typiquement, quand on teste le jeu sur une version éditeur, qui n'est pas une version finale, qui est une version qu'ils estiment finale, mais qui n'est pas sortie d'une boîte. On le précise dans le test. Mais voilà, alors, moi, il y a quelque chose que j'ai appris en lisant l'enquête de Sébastien qu'on a publiée cette semaine. Ce qu'on pourrait se demander, c'est vrai, pour toi, est-ce si important d'avoir les jeux et de les tester avant leur commercialisation? Après tout, on pourrait attendre qu'ils soient dans les bacs, on va l'acheter, on le teste, on dépend de personne, on fait son boulot dans son coin. Mais alors, la raison pour laquelle vous le faites, et j'ai appris ça, c'est qu'effectivement, si vous êtes parmi les premiers à en parler, vous serez mieux référencé sur Google. Et le site va gagner dans les référencements de Google. Ça, c'est un facteur qu'on n'a pas forcément... Au-delà du public, comme l'a dit Yvan, on peut se contenter de faire des critiques après la sortie, mais par définition, ça intéressera quand même beaucoup moins de monde. Il y a Google, tout simplement, qui a un peu... Je dirais pas changer le jeu, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant, mais effectivement, quand on est les premiers à publier un test, ce qui est rarement le cas sur un jeu qu'on a en avance, Google nous référence comme le lien le plus vieux, celui qui a le plus de poids. On sait bien, il vaut mieux être le premier. S'ils ne l'ont pas avant, quelle est la valeur ajoutée du journaliste? Il n'a pas des infos en plus ou des infos avant? Parce que finalement, tester un jeu vidéo, ça revient à jouer à un jeu vidéo et donner son avis avec sa culture, voilà. Donc, quelle est la valeur ajoutée du journaliste par rapport au joueur cultivé qui a envie de donner son avis, qui arrive à donner son avis de façon claire et qui écrit bien ou qui parle bien, etc. Donc, tous ces petits avantages d'avoir les jeux avant, etc., c'est le cœur de leur métier. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que, à part le fait qu'il a le jeu avant, le journaliste n'a aucune valeur ajoutée dans ce secteur par rapport aux joueurs de base. C'est ça que vous êtes en train de dire. Certains ont par exemple des connaissances techniques, certains ont été développeurs, certains, mais pas tous. C'est pas la norme, ça, que d'avoir. Certains journalistes, vous voulez dire? Oui, certains journalistes. Oui. Mais pas tous. Non. Non, je pense. Non, mais attendez, c'est vertigineux ce que vous dites là. Non, mais c'est un problème qui se pose. Alors pour le coup, dans bien d'autres secteurs que le jeu vidéo, c'est effectivement maintenant sur Internet, quelle est la valeur ajoutée d'un journaliste par rapport à l'internaute qui va être super compétent dans son domaine? Je suis totalement d'accord avec Usul. Totalement d'accord. Pour moi, ça fait... C'est-à-dire, carte de presse, ça vaut rien, quoi. Je dirais pas ça, mais
personnellement en tout cas, je ne me prévaudrais pas de la brandir. D'autant plus que vous ne l'avez pas. Ah, moi je ne l'ai pas. Oui, voilà, c'est plus facile pour ne pas la brandir. Bien sûr, parce que je m'en fiche. Ouais. Parce que honnêtement aujourd'hui sur le net, je parle vraiment du net, il y a un tel flot d'informations. On voit qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est vraiment des youtubeurs et des blogueurs. Je ne parle pas forcément en termes de qualité, mais je parle de la relation par rapport aux gens et ce vers quoi ils sont en train de se diriger. Mais c'est-à-dire qu'il y a des blogs qui traitent les mêmes sujets que vous et qui ont, selon vous, davantage d'influence que vous ou autant? Oui. Infiniment. Je pense par exemple à quelqu'un comme Diablo X9, qui a 19 ans, qui est suisse, et qui aujourd'hui a sur sa première chaîne YouTube, et il en a 2, plus de 230 millions de pages vues, enfin de vidéos vues. C'est colossal, c'est plus que la marque Sony sur sa page YouTube. Donc bien évidemment qu'il a infiniment plus d'influence auprès de joueurs, de consommateurs, les vrais joueurs, que certains de nos sites. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'un blogueur? C'est un peu le concept, je sais pas, de la notion de journalisme, de faire oui, écrire un texte sur un jeu, avoir une culture de jeu vidéo, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et maintenant, avec le web, avec YouTube, etc., c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous êtes plus qu'un blogueur? Mais derrière tout ça, il y a une éthique, il y a des méthodes de travail, il y a aussi beaucoup de contraintes. Évidemment qu'il y a des contraintes comme dans tout. Non, mais c'est pour ça qu'il y a aussi une défiance de la part du public. Mais qu'il y a une défiance. C'est-à-dire? Il y a nécessairement une défiance parce que le public... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis du public, vis-à-vis des journalistes. Par contre, un youtubeur de 19 ans qui joue, qui dit « ça déchire », qui derrière a des avantages par l'éditeur, là, par contre, d'un coup, il n'y a plus de défiance, c'est normal. Mais c'est-à-dire que ce blogueur de 19 ans que je ne connais pas, là, lui aussi va être invité dans le 5 ou 4 ou 3 étoiles londonien. Je vais même aller plus loin. Il y a de plus en plus de blogueurs dans les rassemblements presse, etc. Et de moins en moins de journalistes. Et en France, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et dont Yvan vous parlera probablement bien mieux que moi, c'est qu'aujourd'hui, la presse papier, ils font partie du dernier Mohican. C'est-à-dire qu'un groupe qui s'appelait le groupe Mercet, qui détenait quasiment l'exclusivité de la presse papier, a été mis en liquidation judiciaire il y a quelques jours maintenant, et c'est des dizaines de titres de presse jeux vidéo françaises qui viennent de mourir. Et donc aujourd'hui, il reste IG Mag, Canard PC et Amusement. Alors, cela dit, Canard PC, c'est un cas particulier. Je veux dire, il ne faudrait quand même pas qu'on vous confonde avec le... Ah non, surtout pas. Voilà. Non, alors, vous allez dire. Vendez-vous. Expliquez-nous en quoi il ne faut pas vous confondre. On se vend très mal, nous. Alors ça, c'est une caractéristique... Alors, faites un effort. Faites un effort. Donc, oui, que vous dire? Vous voulez que je vous présente Canard PC? Non, mais alors, par exemple, vous disiez au début, 10% des recettes, c'est de la pub. Oui, on m'a posé la question avant l'émission, je ne savais pas trop quoi répondre, et en fait, j'ai regardé hier, effectivement, c'est 10%. Voilà, donc ça veut dire que les 90% restants sont... Les lecteurs. Des lecteurs au numéro ou à l'abonnement, c'est ça? Vous avez combien de lecteurs par numéro? On a environ 20 000 ventes par numéro. 20 000 ventes par numéro, ce qui est considérable. Le journal coûte combien? C'est petit. C'est 4,30 € tous les 15 jours. C'est 4,30 €? Non, mais c'est pas rien quand même, 4,30 €. Oui, c'est un engagement de leur part. C'est 40 000 lecteurs par mois. Exactement. Payant. Oui. Mais alors, à votre avis, vendez-vous. Qu'est-ce que ces lecteurs viennent acheter chez vous et qui ne trouvent pas sur les blogs, sur les sites qui sont accessibles gratuitement? C'est une bonne question. Il est terrible. Hein. Je ne sais pas comment ils vendent 20 000. Déjà, sur Gameblog, on parle assez peu du PC et c'est un tort que nous avons, donc ils le font très bien. Il y a un problème de culture dans le jeu vidéo parce que c'est un microcosme qui a des mini-microcosmes dedans. C'est-à-dire que nous, on est très joueurs sur PC. Donc le PC, c'est une machine étrange, un peu compliquée, qui plante des fois. Et puis la manette, elle fait 105 touches. Donc par définition, il faut un peu de dextérité et voilà, contrairement à une manette de 10 touches. C'est souvent des jeux, c'est une culture. C'est le modding, il y a toute une culture beaucoup plus informatique. D'accord, mais je n'ai toujours pas compris ce que viennent chercher vos 20 000 lecteurs pour chaque numéro. C'est ce qui fait qu'ils payent. J'essaye de vous les définir, parce que ceux-là, ils ne trouvent pas forcément leur contentement sur le web, où les sites sont très orientés sur la console. Donc déjà, on bénéficie de ce petit décalage. Parce que vous n'avez pas de concurrents sur ce secteur-là, vous n'avez pas de concurrents sur le web. Il y a des sites spécialisés sur le jeu PC, mais ils sont pas au niveau ni de Gameblog ni de Gameblog, qui font ça aussi, mais un peu moins spécialisés. Donc première chose, monopole. Ensuite. Non, monopole non, parce que comme disait Julien, quasi monopole. Non, disons qu'on est bien ciblé sur un. De fait, maintenant vous allez le devenir. Ça, je sais pas. Ensuite, on a un ton et un positionnement un peu particulier.
qui nous a coûté très cher au début et qui a fini par agréger un à un nos lecteurs. Donc, que vous définiriez comment ? C'est une vision du jeu un peu différente. C'est une vision de la presse de jeu un peu différente. C'est-à-dire que nous, on estime que lire un canard de jeux vidéo, ça peut très vite être assez ennuyeux. C'est toujours le même rythme, les news, les previews, les tests, les news, les previews, les tests. Ça fait catalogue. Donc au bout d'un moment... Donc voilà, on essaie de dynamiter un peu tout ça. On a des notes parce que les lecteurs l'exigent, il faut bien le dire. Le sujet était sur la table, mais c'est une demande des lecteurs. On a essayé de s'en débarrasser et ils ne veulent pas. Avec des notes quand même qui vont de 4 à 8, parce que c'est vrai que j'ai pas montré pour les autres sites, mais vous avez vraiment un éventail assez large. Oui, on a même mis 14 sur 10. Enfin, on essaie de leur montrer que la note, c'est moins important que le texte, donc on fait des trucs bizarres de temps en temps pour essayer d'instiller le poison, mais... Et puis, on essaie d'être un peu rigolo. C'est très subjectif, c'est très engagé, c'est un style d'écriture qui est un peu particulier, que je définissais très vaguement entre 60 millions de consommateurs quand on est vraiment dans l'optique payer 4,30 € pour économiser 70 € sur les mauvais jeux qu'on va vous déconseiller. Et puis Charlie Hebdo ou Harakiri, parce qu'il y a des dessins un peu idiots, on fait des blagues, enfin voilà, c'est... Mais en tout cas, vous avez un lectorat fidèle. Hein. On a un lectorat extrêmement fidèle. Derrière l'article de Seb, dans lequel vous n'étiez pas cité, alors on a eu des réactions sur le forum. Comment ça, vous n'avez pas parlé de Canard PC, qui est le seul que, etc. Donc, j'étais absolument stupéfait de voir que vos abonnés, vos abonnés recoupaient nos lecteurs. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de payer. Mais c'est pas péjoratif, hein, mais ce sont des gens qui payent pour de la qualité. Mais ce qui veut dire quoi ? Que si on paye pas, on n'a pas de qualité alors ? Ah non, pas du tout. Mais ça veut dire que attendez, vous êtes en train de tuer votre site là. Ah, pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Internet, les gens veulent tout gratuit. Et que dans le média jeu vidéo, qui est quand même un média plus jeune que vous parlez des médias, de la politique, etc. Vous touchez une cible énorme. Le jeu vidéo, c'est déjà une cible plus restreinte et en plus globalement plus jeune. Donc il y a peut-être moins d'argent que les gens qui ont envie de savoir les débats de l'UMP et les coulisses de tout cela. Et surtout l'offre est pléthorique. Il y a peu de sites qui font la même chose que vous. Il y a peu de magazines qui font ce que Canard PC fait. Alors que nous, il y en a énormément. Des blogs, des sites, etc. Donc bon, pourquoi payer ? C'est pas forcément le même public parce que vous avez plutôt un public jeune. Vous, c'est un public un peu plus âgé. Enfin, plus jeune qu'eux, mais pas si jeune. On se trompe souvent globalement sur le public jeu vidéo. Tout le monde s'imagine que c'est des ados. C'est pas vrai du tout. La moyenne d'âge du public jeu vidéo, c'est 25-30 ans. Hein. Donc, voilà. Relativement jeune. Relativement jeune, mais c'est pas. Non, mais c'est pas ce qu'on s'imagine souvent. Nous, on a un public assez âgé, oui, qui a les moyens d'acheter le journal, qui a les moyens d'acheter des jeux. Mais c'est tout à fait faux de dire qu'on n'a pas de concurrents. Quand on s'est lancé, c'était au contraire le pari, c'était d'arriver à faire vivre de la presse papier parce que nous, on croit au papier, on pense qu'il y a une spécificité et qu'il y a une relation particulière au lecteur qui paye par rapport au lecteur qui ne paye pas. Et voilà, on s'est battu, on les a ramenés un par un. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Sur le créneau du PC, il y a moins de concurrence, on va dire globalement, que ce soit sur Internet ou en magazine papier, que sur la console. Les gars qui viennent te voir, ils ont un PC par définition. Donc, oui. Mais ils ne jouent peut-être pas sur PC. Bah non. C'est-à-dire que moi j'ai un PC, je ne joue pas sur PC. Tout le monde ne joue pas sur PC. Est-ce qu'il y a des fois des articles dans Canard PC que vous lisez et dont vous êtes peut-être parfois un peu jaloux quant à la liberté de ton qui est la leur, la liberté de casser, vous dites j'aimerais bien pouvoir faire la même chose, mais je peux pas. On fait la même chose. La liberté de ton, vous l'avez montré tout à l'heure avec la vidéo. Ils font la même chose ? Pas du tout. Ah voilà, non mais il arrête pas de se vendre depuis le début. Il y en a un qui se vend pas du tout et qui par ailleurs a 20 000 lecteurs payants, je note, et il y en a un qui se vend très bien, qui est sur un site gratuit. Donc, mais on a un abonnement premium, vous l'avez vu. C'est différent. Ce qui est un paradoxe intéressant déjà. Mais non, on a une liberté de ton, c'est juste pas le même ton. Ah, ça c'est très fort ça. Bah non, mais ça c'est très fort. Moi, en fait, c'est la liberté de noter, la liberté de casser, on l'a et on l'utilise. Pas tellement. Excusez-moi, quand vous me disiez au début de l'émission, vous refusez par exemple à donner un point de vue de la rédaction sur un jeu qui sort ou sur un matériel qui sort, je me dis... Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que sur une console, on donne pas un verdict
plus clair. Oui, on ne donne pas une note sur une console, mais sur les jeux, on met des notes. On dit quand c'est mauvais, et on ne le dit pas toujours en termes très élogieux. On a mis 2 sur 10 hier. Mais excusez-moi, le coup qui consiste le coup à l'Allociné ou à la Télérama, qui consiste à dire, voilà, tous les pour disent ça, tous les contre disent ça, maintenant démerdez-vous. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que pour une console qui est quelque chose de particulier, parce qu'une console, ça fait tourner des jeux, et c'est les jeux qui sont vraiment importants, on met pas de notes. Voilà. Pour chaque jeu, on met des notes, c'est signé par quelqu'un, mais c'est l'avis de la rédaction. C'est pour ça que je relis chacun des textes et qu'il y a une certaine cohérence éditoriale, on va dire. Ça engage la rédaction. Donc voilà, oui, on met des notes, et parfois on est dur, parfois on est moins dur quand le jeu est bon. Voilà, y a quelque chose quand même qu'on est jaloux de Canard PC, ils ont un ton décalé qui, je pense, est l'une de leurs forces. Ils ont une grosse culture du jeu PC, ils découvrent parfois des choses qu'on n'a pas vu passer, etc. Mais après, y compris dans un jeu particulier, ils peuvent trouver des choses que vous n'avez pas vu passer. Pas sur un jeu particulier, c'est plutôt des jeux. On découvre des jeux qui passent sous le radar. Qui étaient passés sous le radar. Voilà. C'est comme on découvrirait des films polonais que personne n'a vu. Généralement, les jeux polonais, ils les connaissent très bien. Mais ils connaissent très bien les jeux polonais. Et tchèques. Et biélorusses. L'enjeu, c'est aussi d'aller à l'encontre du conformisme ambiant qui est... qui forcément fait que, en plus, de toute façon, sur tous les sites, on va avoir les mêmes news en même temps, on va avoir les mêmes tests en même temps, les notes se rejoignent à peu près en général. Donc je pense que c'est ça ce que les lecteurs trouvent dans Canard PC. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas des mêmes jeux dont tout le monde parle au même moment. On peut dire, je suis libre de dire ce que je veux sur tel produit. Mais tu n'es pas libre de ne pas parler de ce produit. Tu ne peux pas ne pas parler de ce produit. Tu ne peux pas ne pas parler de la Wii U. C'est pas possible. Ah bah non, mais, voilà. On peut, mais on trouverait ça bête de ne pas le faire. Tu peux pas dans le système actuel des trucs, de ce que veulent les lecteurs, de ce que veulent les éditeurs. Nous aussi, on a envie d'en parler de la Wii U, c'est la grosse sortie. Par exemple, c'est la grosse sortie, parce que vous décidez que c'est la grosse sortie. Non, parce que la Wii est quand même la console qui a dynamité l'industrie du jeu vidéo, et là c'est la nouvelle Wii. Donc forcément, on va dire dans notre média, c'est comme si vous ne parliez pas du conflit à l'UMP. Il y a plein de trucs dont on ne parle pas. Mais il y a plein de choses dont on ne parle pas. C'est très intéressant de voir ce qui est tu. Ça, c'est intéressant. Quand on parlait au début de... Voilà, Gamecult ne va pas parler des affaires de la presse jeux vidéo, je ne vous attaque pas là-dessus, c'est votre ligne. Si vous avez décidé de parler des jeux et des jeux, vous parlez des fois du business, vous parlez des fois... C'est pour ça, on m'a coupé tout à l'heure, on parle des jeux, on parle du développement, on parle du business, etc. C'est juste le milieu de la presse jeux vidéo et le milieu du jeu vidéo tel que... Enfin, comment ça se passe, ça on n'en parle pas. Comment sont développés les jeux, les développeurs et le business du jeu vidéo, les ventes, etc. Ça, on en parle. Et ce qui est tu, ça peut être les conditions de production des jeux, ça peut être plein de petites choses comme ça. Est-ce que les développeurs, c'était une boîte, c'était une armée de développeurs qui étaient en CDD et qui ont été virés à la fin du jeu? C'est des questions qui peuvent être intéressantes. Après, en général, on va dire oui, mais ça n'intéresse pas nécessairement le public, il veut savoir s'il faut acheter ou pas le jeu. Donc la valeur ajoutée d'un journaliste, ça peut aussi être d'aller un petit peu au-delà de ça, d'essayer de faire l'économie et le social de traiter l'économie et le social des éditeurs de jeux. Si c'est des infos en plus qui ne seront pas nécessairement ailleurs sur d'autres sites, parce que ce que les lecteurs reprochent aux journalistes aussi, aux sites de jeux vidéo et aux magazines de jeux vidéo, c'est d'être uniquement de faire beaucoup se faire beaucoup le relais des... finalement, ils sont coincés entre les éditeurs. Donc il y a une pression des éditeurs, on en a parlé. Il y a une pression des lecteurs, dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi une grosse pression des lecteurs, notamment... on en a parlé un peu. Sur les sites internet, on voit beaucoup, et ça, du coup, il y a un retour direct. Les rédacteurs regardent ce qu'ont dit les lecteurs sur les articles qu'ils ont postés, etc. Donc il y a un retour des lecteurs, et les journalistes sont coincés entre les deux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après pour se démarquer? Est-ce qu'il ne faut pas donner autre chose? Est-ce qu'il faut pas... Il y a encore pas mal de choses à essayer sans présumer à l'avance de ce qui va intéresser ou ne va pas intéresser les lecteurs. Et ça aussi, c'est créer de la valeur ajoutée d'un journaliste qu'un blogueur ne pourra pas nécessairement apporter. Et on rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce que les journalistes ont de plus que les blogueurs? Cet exemple particulier que vous donnez des conditions de production des jeux, par exemple des développeurs en CDD qui ensuite sont jetés ou ne sont pas jetés, etc. Il y a des médias spécialisés qui couvrent ce genre d'informations? C'est dur à voir parce que les éditeurs verrouillent quand même beaucoup. Tout le monde verrouille partout, mais après le boulot de journaliste, c'est justement de contourner le verrou. Après ça s'obtient. Moi, c'est pas quelque chose
que j'ai lu, c'est quelque chose qu'on m'a dit, c'est quelque chose de gens qui travaillent justement dans ces boîtes-là qui me disent, mais je l'ai peu lu. On a parlé justement, je vous l'évoquais avec Métacritique. Alors nous, on en fait partie, mais ça ne nous empêche pas, s'il y a des problèmes liés à Métacritique, pas directement à Métacritique, mais les répercussions que cette note-là peut engendrer. Donc je vous en parlais tout à l'heure, des personnes qui ont été virées parce que je crois que leur objectif c'était 87 et ils ont dû faire 86. C'est terrible. Et ils ont été virés. C'était des centaines de personnes virées. Bien évidemment, on en a fait l'écho parce que c'est choquant. Oui, mais enfin, ça c'est une information. C'est pas comme une enquête, effectivement, sur les conditions de... Alors, Usul a totalement raison. Et ça, c'est personnellement, ça, c'est quelque chose qui ferait que je redonnerais un petit peu de noblesse au terme journaliste dans le jeu vidéo. Et c'est très compliqué. Effectivement, c'est très verrouillé d'avoir l'information à la source, puisque les éditeurs ont des plans de communication. Ouais, on va dire, c'est verrouillé partout. Vous allez frapper à la porte de, je sais pas moi, Mittal, ou vous allez frapper à la porte de je ne sais quelle grande société du 440, c'est verrouillé pareil. Oui, mais c'est même souvent verrouillé chez les développeurs en eux-mêmes, qui ne veulent pas exprimer ce qui s'y passe, de peur eux-mêmes d'avoir des répercussions. Et à tous les niveaux, c'est verrouillé. Mais il y a des fuites, il y a des choses qui sont dites, et il y a des choses qu'on dit. Et parfois qui s'avèrent justes, fausses, qui changent en fonction du temps. Mais c'est vrai que sur les contraintes, on va dire, plus sociales du jeu vidéo, aujourd'hui, même en interne, il y a une espèce d'omerta de parole qui est tue. Alors on pourrait peut-être parler de vous un peu. Vous avez beaucoup parlé de non mais là, il a beaucoup parlé, mais on va parler de lui. Très bien. S'il veut bien. Puisque effectivement, quand on a dit qu'on vous recevait, je veux dire sur Twitter, on commençait à se manifester, un certain nombre de réactions. Mais alors faites-le parler, ce type qui fait des ménages pour tout le monde, etc. Machin. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez votre activité sur le site Gamecult. Gameblog, pardon, je savais que j'allais lui faire une crise cardiaque. Je savais que j'allais me planter un jour. Et par ailleurs, donc, vous, à titre personnel, dans une auto-entreprise, vous faites des prestations pour un certain nombre de fabricants. C'est ça, exactement. Et je m'en cache pas. Et c'est compatible? Je pense que c'est totalement compatible de différentes manières. Alors, excusez-moi, ces prestations, c'est quoi d'abord? Alors c'est simple, justement, c'est ça. Les prestations, elles sont simples. Alors déjà, pour lever un loup que je lis souvent sur les gens qui se font beaucoup de fantasmes autour de tout ça, donc il paraît que j'ai une boîte de communication qui traite avec les éditeurs pour faire la communication de ces sociétés. Ne dites pas ce que vous ne faites pas. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites? Oui, mais les gens disent que je le fais, ce qui est faux. D'accord. Donc déjà, pour le rectifier, vous allez expliquer ce que vous faites vraiment. Je ne démarche jamais le moindre éditeur. Ça, c'est encore ce que je ne fais pas. Alors, mais qu'est-ce que vous... d'accord. Il m'arrive de présenter des jeux lorsque je suis totalement en phase avec le titre, sinon je refuse tout de go. Présenter dans quel cadre? Présenter, c'est très simple. C'est-à-dire décrire ce que l'on voit à l'écran. Le jeu vidéo a cette particularité par rapport au cinéma, à la musique ou quoi que ce soit, qu'il y a des choses un peu techniques. Que lorsque vous ne les connaissez pas au début, il vous faut quelque part un sous-titre. C'est-à-dire dans un jeu où vous avez des jauges jaunes sur le côté, des points, des trucs qui clignotent, la première fois que vous le voyez, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous le présentez, ça veut dire vous le présentez dans une salle, devant un... Ah voilà, c'est ça. Devant un auditoire, c'est des présentations devant des joueurs, salle, devant un auditoire. Exactement. Et donc je vais décrire. Alors ce que vous voyez là, c'est la jauge, je ne sais pas, d'instinct. Lorsqu'elle est activée, elle va vous permettre de voir à travers les murs, etc. Je prends le cas d'Hitman, en l'occurrence, que j'ai présenté dernièrement. Vous en faites beaucoup? Pas tant que ça. Combien par an? Je sais pas, 5-6 5-6 ménages, ça s'appelle des ménages. Oui, mais pas de problème. Uniquement si on est journaliste. Pardon? Ça s'appelle les ménages uniquement si on est journaliste. Ah oui, si on est vous n'êtes pas journaliste, oui, c'est vrai. Il n'est pas journaliste, mais c'est pas très clair. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'effectivement, quand j'ai contacté les invités, votre nom est revenu assez régulièrement. Et en fait, tout est parti. Vous avez participé à un débat sur la chaîne Game One, un débat sur le thème journaliste et blogueur, quelle différence, face à face. Et vous étiez du côté des journalistes. Vous étiez dans ce camp-là. Et en même temps, quand on voit le déroulé de l'émission, vous n'êtes pas vraiment journaliste, on ne sait plus trop, et vous préférez le terme de ménestrel. Peut-être qu'on va regarder un extrait. Nous sommes journalistes de fait, comme toi Marcus, parce que qu'est-ce qu'un journaliste finalement dans la définition même? C'est quelqu'un qui prend l'essentiel de ses revenus dans son travail dans un organe de presse. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais. Oui, mais journaliste de jeux vidéo, est-ce que c'est bien sérieux? Mais parce qu'en fait, il y a plein de journalistes différents. Tu parlais des reporters, mais il y a les reporters, il y a les journalistes éditoriaux, il y a les critiques, mais tout ça c'est les journalistes. Et nous sommes journalistes, ce qui ne nous donne pas un avantage particulier sur d'autres personnes qui parlent d'un même média. De presse que non pas les blogueurs. Exactement. Donc ça fait un peu le gars qui va en Irak et tout ça. Alors qu'en fait,
pas le cas. Vous allez en Irak dans Call of Duty, voilà, si je me permets. Et encore. On fait ça, on fait la guerre dans les consoles. Julien, toi tu dis souvent, je suis le ménestrel de la passion. J'adore cette formule. Mais c'est ça, c'est-à-dire que moi je me suis jamais... Moi en février ça va faire 16 ans que je fais ce métier, parce que c'est un métier, avec ses côtés très positifs et parfois des côtés plus chiants, mais c'est chevillé au corps la passion, mais je me suis jamais considéré comme journaliste, parce que comme tu le dis très justement Caro, on travaille dans l'industrie du divertissement, donc de la passion. Et moi je me considère plus comme un observateur privilégié qui doit retransmettre positivement, négativement, dire c'est bien, c'est moins bien, attention, ça c'est génial, à d'autres passionnés qui aiment notre média, le jeu vidéo. La plupart des journalistes de jeux vidéo, aujourd'hui, c'est une démarche très sclérosée, où on a l'impression, justement, tu parles de règles et tout, parce que je pense qu'on vous a mis dans la tête que journaliste de jeux vidéo, et je parle pas des autres journalistes, et c'est là où je fais la grosse différence, et que pour moi, on est plutôt ménestrel, passeur, transmetteur, et pas journaliste économique ou politique. Mais les journalistes de jeux vidéo en France, c'est les news, c'est les tests, point barre. Je suis super objectif, alors que l'objectivité en critique de création n'existe pas. Soyons clairs, ça n'existe pas. Finalement, les journalistes n'ont plus de créativité. Ah oui, mais ça clairement. Moi je suis désolé, mais aujourd'hui on voit que la presse papier de jeux vidéo, elle est en train de mourir parce qu'ils n'ont rien réinventé, et les sites de jeux vidéo ont du mal à réinventer les choses. Vous avez la carte de presse, vous? Oui. Vous vous définissez comme journaliste. Oui. Et vous pensez que c'est important? C'est important, oui. Ah oui, pour moi, c'est très important et c'est la base du métier et ça implique beaucoup de choses. Ça a des contraintes, comme le disait Usul, oui, vis-à-vis des éditeurs, mais vis-à-vis de nous aussi. On se définit comme journaliste et on essaie de travailler en tant que tel. Oui. Dans le site auquel vous collaborez, les membres de l'équipe ont la carte de presse ou pas? Je ne sais pas. Vous savez pas? Honnêtement, je ne me suis pas posé, je ne leur ai pas posé la question. Mais vous me demandiez ce que je faisais. Et il y a une chose que je fais aussi, très importante, lorsque je présente un jeu, quel qu'il soit, et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier ou du Doritos Gate, je m'impose comme règle de ne jamais faire la critique, le test du jeu que j'ai présenté. Pour que, au moins, les gens... Voilà, séparation. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres sites. Par exemple? Ah bah, sur Gamecult, où il y a des personnes qui participent à des présentations, qui font les tests des jeux qu'ils ont présentés, et visiblement, ça pose aucun problème. Ah, c'est-à-dire quoi? Sur Gamecult, il y a des journalistes qui font des ménages? Oui. Et qui ensuite viennent... C'est ce que j'ai lu en lisant Merlan Free, apparemment, ça posait pas de problème. Alors, sur Gamecult, y a-t-il des journalistes qui font des ménages et qui ensuite font des articles sur les... Chez Gamecult, donc pas au sein de la rédaction, sachant que dans la rédaction, on a une dizaine en CDI, on a un intervenant extérieur. Ah, une personne? Qui s'appelle... Non, mais de toute façon, moi, je suis... Enfin, je suis tout à fait transparent, d'ailleurs, qui était un ancien collègue à toi avant, qui s'appelle Grégoire Hello, dont le métier principal n'est pas journaliste, qu'il est éditeur de manga, il travaille dans l'édition, voilà, qui est également polyglotte, oui, parce qu'il est, il est interprète japonais, et il est spécialisé jeux vidéo, puisqu'avant d'être éditeur de manga, il était journaliste jeux vidéo. Donc, c'est pas son métier principal. Il a une grosse expertise. Et il a un très bon style également. Et donc, il collabore avec nous, effectivement. Il teste des jeux. Il teste, je sais pas, une demi-douzaine de jeux par an. Et à côté de ça, puisque Julien, c'est là-dessus qui venait, il est interprète. Quand un développeur de jeux japonais vient en France, parce qu'il est très bon et il connaît très bien le jeu vidéo, et ben, il est interprète de ce développeur. Donc voilà, il présente pas... Et la situation vous paraît satisfaisante? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un mélange des gens qui vous gênent ou qui gênent la rédaction collectivement. Il ne présente pas le jeu, il n'est pas là pour dire levez-vous pour Hitman, typiquement. Non, il interprète. Il interprète. Il traduit ce que dit la personne. Voilà. Donc effectivement, il travaille ponctuellement, quand on a besoin de ses services, il travaille pour un éditeur. Voilà. Mais il interprète. Bon, vous êtes rassuré? Écoutez, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi je connais Greg et je suis persuadé qu'effectivement il est totalement intègre. Je suis content que tu vois pas la différence, mais pour moi je vois le fantasme. C'est tout. Je vois le fantasme. Tu le disais, il est éditeur, il édite aussi des titres. Éditeur de manga. Oui, éditeur de manga, dont certains sont aussi des jeux sur lesquels il va participer aux présentations. Donc il y a une espèce de faisceau de choses qui, à mon sens, sont du fantasme. Parce que connaissant Greg, effectivement, je pense qu'il sait faire la part des choses. Tout comme je fais la part des choses. Oui, mais sauf que la différence, c'est que moi, je ne fais pas les tests. Ça, c'est un argument qui revient souvent dans les histoires de conflits d'intérêts. On dit, oui, c'est vrai que le type est en conflit d'intérêts, mais c'est un type bien. Un système qui repose comme ça sur la vertu de chacun un système qui repose comme ça sur la vertu des acteurs, où tu te dis, bon, ils font ça en leur âme et conscience. Évidemment qu'ils sont tous persuadés d'être de bonne foi et qu'ils sont certainement tous de bonne foi et qu'ils font au mieux. Mais il faut quand même comprendre, c'est pour ça qu'il y a une défiance des lecteurs.
Et il y a quand même des questions à se poser. Ce que je comprends pas, c'est quand je lis justement partout conflit d'intérêts avec ça. Mais honnêtement, je peux le comprendre. Hein. Moi, je comprends très bien que les gens puissent se poser des questions. Mais je renvoie dans ce cas-là à la réalité. Mais la réalité, c'est quoi la réalité? Je ne fais pas les tests des jeux que je présente. Non, vous, d'accord, vous. Donc, à aucun moment, je veux dire, j'ai peut-être dit, j'ai présenté la chose. Oui. D'ailleurs, j'ai pas dit si c'était bien ou pas bien. Excusez-moi, je sais pas, j'ai pas enquêté en détail, mais vous faites pas les tests des jeux que vous avez présentés, mais il peut vous arriver de faire des tests pour des jeux produits par les mêmes fabricants pour vous répondre, ça fait que les jeux que vous avez présentés. Ça fait près d'un an que je n'ai pas fait le moindre test. Parce que c'est un exercice que je n'apprécie pas plus que ça. Oui. Noter les jeux n'est pas quelque chose qui m'amuse plus que ça. Alors vous bossez encore pour le site ou pas? Oui, je fais des news, je fais des vidéos avec des grands plans. C'est la même chose. Vous allez traiter des news, c'est-à-dire des petites informations provenant des industriels pour lesquels vous avez travaillé. Et c'est en cela que je vous dis que ce n'est pas un travail journalistique. Quoi? Parce que si c'est effectivement, qu'est-ce qui n'est pas un travail journalistique? Si c'est effectivement prendre des news, de petites news, etc., d'un nouveau trailer, effectivement, je pense que n'importe quelle personne, blogueur ou autre, pourrait faire la même chose. Donc quand je fais quel internaute peut même trouver ça tout seul. Exactement. Donc quand je fais ça, pas de problème. Ça, alors là, je trouve que n'importe qui peut le faire. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous n'êtes pas journaliste. Oui. Alors, non, mais j'allais vous demander ce que vous faites de journalistique au total. Je vais vous le dire. Mais vous n'êtes pas journaliste. Je vais vous donner des exemples concrets. J'ai sorti une affaire qui était l'année dernière sur l'un des très gros jeux, des plus gros jeux de la fin d'année, qui s'appelle Uncharted 3, sur lequel en fait les doubleurs français, c'est pas n'importe qui, c'est les voix de Al Pacino, c'est les voix de Johnny Depp, qui étaient là sur les 2 premiers jeux, n'allaient pas être reconduits pour des histoires d'argent. On parlait tout à l'heure de l'histoire sociale, etc., et que ça ressort jamais, machin. On m'a prévenu de cette affaire-là. J'ai enquêté. J'ai trouvé les numéros de ces personnes-là, je les ai appelés. Ils étaient très remontés. On a fait des interviews avec eux. J'ai donc contacté ensuite, pour avoir une pluralité de points de vue, les autres. Donc en l'occurrence, c'était pas directement avec Sony, c'était avec la marque Rose, qui est en fait la boîte qui fait les doublages. Ils ont donné une fin de non-recevoir. Vous avez publié très clairement. Bref, on a publié l'information. Vous avez dit il y a 2 doubleurs qui ont été virés. Voilà. Alors attends, ça ne s'arrête pas là parce que c'est là où c'est intéressant. Qui n'ont pas été reconduits. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons reçu, suite à ça, une menace de procès. D'accord. Virgule. Je devais présenter Uncharted 3. Et je le sais en conscience quand je suis en train de faire ce papier-là. S'il y a une pression, s'il y a une collusion, qu'est-ce que je fais? À aucun moment, je ne parle de cette affaire-là. Pourtant, j'y suis allé. Nous sommes allés encore plus loin. La menace de procès, on lui a fait, écoutez, non, on va y aller à fond. On a continué, on a relayé l'information sur 2 ou 3 news. On a apprécié le fait que les autres sites de jeux vidéo n'en parlent absolument pas, alors que c'est un jeu majeur. On avait sorti la Wii HD aussi. Donc... Pardon. Qui existait véritablement. Et quand on a sorti la PS3 Super Slim... Alors là, je suis perdu, là. On a sorti la Wii HD, ça veut dire quoi? Juste un truc, justement, parce que c'est pas la première fois dans ce débat que Julien dit que ces informations ne sont pas reprises, parce qu'en général, ces informations ne sont pas toujours très sûres. Très sûres. Ah bon, alors vas-y, à part la Wii HD, c'est quoi d'autre? C'est l'AS. Il y en a. Ah bon, alors quand on annonce que la PS3 Super Slim va sortir en septembre, etc., c'était vrai ou c'était faux? Ouais, non, mais c'est ça. Il y a une espèce de volonté de Gamecult à chaque fois de piquer comme ça constamment. Au-delà de ça, enfin, je comprends pas. Dans ce que tu racontes, dans le fait que tu as appelé des gens, que tu as sorti une affaire sur Uncharted, etc., oui, ça, à la rigueur, dans le travail, c'est un travail de journaliste, par exemple. C'est pour ça que je dis que parfois, il m'arrive de faire un travail journalistique. Virgule, au final, suite à cette affaire, pas que ça. Suite à cette affaire qu'on a poursuivie, que j'ai poursuivie assez longuement, ces personnes-là ont été réembauchées. Ah, mais t'es un héros, alors? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a une plus-value. Quand on fait des news sur un nouveau trailer, sur des photos, pas la plus-value, mais si tu sauves le job des gens, c'est une plus-value, c'est ça? Ah mais non, mais là, je pense qu'effectivement, il y a eu un peu plus de travail, effectivement, et que là, quelque part, un blogueur... J'ai pas vu de blogueur faire ce genre de choses. Il y a des blogueurs. Le blogueur, en règle générale, c'est quelqu'un qui est pas forcément journaliste, qui a un vrai métier, qui par exemple peut être un développeur. Et c'est pas une critique. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup d'informations qui sortent par les blogueurs. Ça peut être la femme de quelqu'un qui s'est fait licencier, ça sort une information, etc. Donc, y compris de cet ordre-là, enfin, je veux dire, ça arrive que effectivement des blogueurs sortent des histoires de licenciement apparemment abusifs puisqu'ils ont été réintégrés par la suite. Non, mais on parle d'omerta sur ce qui se passe, etc. C'est difficile. En règle générale, par exemple, quand il y a des licenciements, quand ça se passe mal, il y a de l'amertume, etc. L'information ne sort
pas forcément par des canaux officiels. Oui, mais alors en même temps, vous, par exemple, vous ne la reprenez pas, puisque vous me disiez au début de l'émission que vous ne traitez pas ce genre d'informations. Si, mais ah ben non, vous me disiez, moi, c'est les jeux. Il parlait de la presse de jeux vidéo. Je parlais de la presse de jeux vidéo. Non, vous parliez de votre site pour expliquer la raison pour laquelle vous n'aviez pas parlé du Doritos Gate. Oui, vous avez dit, ça n'intéresse pas mes lecteurs, parce que moi, c'est les jeux. Parce que ça concerne la presse jeux vidéo, mais le jeu vidéo lui-même et la sphère du jeu vidéo, les développeurs, ceux qui créent les jeux vidéo, etc., ça on en parle. Ça, d'accord, c'est la des licenciements, des studios qui ferment, on en parle, des papiers d'analyse un peu plus sur le marché lui-même, on en parle également. C'est la presse jeux vidéo dont on ne parle pas, et d'autres choses. Bon, moi je peux pas être évidemment d'accord avec ce que dit Julien, ni avec sa position que je trouve complètement intenable. Alors, pourtant, on a des profils, des trajectoires similaires, puisqu'on a travaillé ensemble quasiment dans le groupe Hachette. Et autant nous, à un moment, on a été 5 journalistes à partir d'un groupe pour lequel on ne voulait pas travailler et à fonder une société. Et ils ont fait la même chose à 5 ou 6 quelques années plus tard. Pourquoi vous trouvez sa position intenable? Il vient de vous expliquer, voilà, j'ai renoncé à un ménage pour sortir une info. Donc... Non, parce que je ne pense pas qu'on puisse travailler pour un média sans être journaliste, en se prévalant de ne pas être journaliste et de travailler pour un éditeur tout en écrivant des thèses de jeu. Je vais te dire un truc, les choses sont claires. De mon côté, c'est d'une transparence totale, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Attends. Mais vous n'êtes pas obligé de venir lire ce que j'écris. Vous n'êtes pas obligé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste mon cas personnel va jeter le discrédit sur toute la presse, ou est-ce qu'il faut parler de plein d'autres personnes dont on ne parle jamais? Parce qu'ils ne le disent pas. Vas-y, on est là. Mais non, c'est pas mon rôle. Ah bah, on a parlé d'un certain nombre de cas depuis le début de l'émission. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Non mais il y a encore d'autres. Attendez. Souvent, ceux qui commencent à se mettre à critiquer la presse jeux vidéo tombent sur toi direct. Mais justement ou injustement? Justement ou injustement? Non, c'est pas la question. C'est pas une question de personne. Est-ce qu'on commence par Julien parce qu'il est plus visible, parce qu'il le dit, plus et voyant, en plus il ne fait pas les tests. Mais c'est aussi l'arbre qui cache la forêt de petits mécanismes plus subtils qui vont orienter le travail de beaucoup de rédactions. Tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, voilà, en gros. Ou il y a encore autre chose? Non, en gros, c'est surtout ça. Après, il y a d'autres personnes qui mais le but, c'est pas de donner des noms, ni de s'acharner sur Julien, qui est... j'ai lu Candide à propos de toi, Je crois pas en fait. Honnête? Ouais, c'est-à-dire que moi je le dis effectivement sur les réseaux sociaux et quand je présente quelque chose, je le dis comme ça au moins. Parce que moi c'est dur de pas le dire en même temps. Oh si, écoutez, regardez. À partir du moment où vous faites une présentation publique, mais d'autres le font, ça leur tombe pas dessus parce qu'ils le disent moins, parce que ça concerne les personnes qui le voient et puis c'est tout. À partir du moment où vous faites une présentation publique avec 100 ou 150 personnes dans la salle, il est difficile d'imaginer que ça reste secret, si? Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que moi, dont on ne parle pas, parce que justement, ils ne le disent pas. Et je dis pas c'est bien, c'est mal, c'est leur choix personnel. Moi, je voudrais revenir sur le Doritos Gate, là, parce que je trouve que c'est le bon moment. Un des arguments du comédien journaliste qui écrivait son papier sur le Doritos Gate et le problème que ça posait. Ah, pas lui, pas celui qu'on voit. Non, ça c'est juste lui. Lui, là, d'accord. J'ai oublié son nom, Laurence quelque chose. Voilà. En gros, il disait, non seulement ce milieu est corrompu, mais en plus, le pire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte que ça puisse poser un problème. Le gars, il va retweeter un truc parce que l'éditeur lui dit tu vas gagner une PlayStation, il retweet et après il dit quel est le problème? Voilà. À mon avis, tu es exactement dans cette situation. C'est un mélange complet des genres, une espèce de confusion. Alors je travaille pour un site web, pour la presse, mais je ne suis pas journaliste, mais je travaille pour les éditeurs, mais je vais quand même parler de leur jeu, mais je ne fais pas les tests, attention. Et quel est le problème? Voilà. Ne me donne pas de crédit, ne lis pas ce que j'écris, ne suis pas ce que je fais. Il y en a plein d'autres. Il y a Gamecult, il y a jeuxvideo.com, il y a Jeuxactu. C'est un problème dans la... ne m'inclus pas dans la... Pourquoi? T'es un site d'information de jeux vidéo, il me semble. Mais oui, mais enfin, moi c'est... parce qu'on parle du Doritos Gate, on parle de tout ça, etc. Moi, le Doritos Gate, là on en parle, c'est bien, il y a un phénomène, surtout en anglo-saxon, ça vient un peu en France, mais je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça sera retombé. Jusqu'à la prochaine affaire, parce que les pratiques sont récurrentes et elles ne changeront pas. Et ça va tomber, et
Enfin, la presse jeux vidéo, la presse jeux vidéo, ça fait plusieurs années qu'elle existe, ça fait bien longtemps. Il y a des publications qui font pas des choses, il y a des publications qui font des choses, il y en a qui font des mélanges des genres, il y en a qui font pas le mélange des genres. N'empêche qu'elles sont toujours là, que parfois il y a beaucoup de succès, parfois il y en a parfois qui sont beaucoup là. Voilà. Vous, Usul, vous arrivez personnellement à vous tenir à l'écart de tout ça, c'est-à-dire... Mais moi, déjà, je note pas les jeux, Mais on vous invite, par exemple, on vous invite, on vous... Non, nulle part, jamais. Bon, non. On vous propose rien, vous recevez pas les paquets qu'il faut ensuite, je sais plus comment on dit. On reçoit rien. Déballage. Il faut ensuite déballer en français. Mais le souci, et pourtant, moi-même, je suis dépendant de la pub des jeux vidéo, des éditeurs. Puisque votre site. Jeuxvideo.com, oui. Puisque le site qui me paye, c'est un site qui vit des recettes de la publicité, et ceux qui achètent des espaces publicitaires sur jeuxvideo.com et sur beaucoup d'autres sites jeux vidéo sont presque que des éditeurs. Donc ça, c'est un vrai problème. À un moment, il est aussi possible de... La presse jeux vidéo gagnerait en indépendance si elle multipliait ses sources de revenus et la variété de ses... mais comment? C'est un problème d'annonceur aussi, oui. C'est un problème aussi de l'image de jeux vidéo. Est-ce que les annonceurs ont envie d'aller faire de la pub sur l'image de jeux vidéo? Est-ce que ça va commencer à se faire? D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a qu'on voyait des Doritos et du Mountain Dew avec ce journaliste dont j'ai oublié le nom, mais il n'y a pas... c'est des marques qui viennent faire, comme chez nous on a Coca-Cola Zero qui met du pognon un petit peu dans le jeu vidéo. Je dis pas que c'est formidable, je dis qu'au moins ça multiplie un peu les sources de revenus potentiels, et s'ils se font couper les pubs par un éditeur, ils ont d'autres trucs pour rebondir. Mais ça va arriver nécessairement. Pour l'instant, en tout cas, la situation est très problématique pour... Et elle l'est vraiment, et tu es bien placé pour en parler. Pour les lecteurs, parce que du coup, ils ont des doutes tout le temps. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. La cuisine interne, ça les intéresse quand même. En tout cas, ça les travaille. Mais ils ont des doutes, mais ils continuent à lire ou pas? Ça dépend de ce qu'ils cherchent, ça dépend de ce qu'ils veulent lire. C'est ce que je voulais souligner tout à l'heure. C'est-à-dire que... et la position du journaliste est difficile. Le lecteur, d'un point de vue extérieur, ne voit pas la différence, de toute façon. C'est pour ça que ça va au-delà. Ça va au-delà de mais moi je sais pas. Il ne voit pas la différence entre quoi et quoi? Il ne voit pas la différence entre un test enfin, pour quelqu'un qui a des principes, qui se revendique journaliste, etc., un test, pour le lecteur, c'est un test, il y a une note au bout. Oui, c'est bien écrit, c'est mal écrit. Bon, après, il ne voit pas la différence à ce niveau-là. Je suppose que votre voisin n'est pas d'accord. Sur la presse papier... Il n'y a pas de blogueur, donc... Non, mais d'une manière générale. Non, mais quand je dis voit pas la différence, c'est que sur les méthodes de travail, les principes qu'on s'impose, ce genre de choses, ça saute pas. C'est peut-être aussi pour ça que ça intéresse tant les gens, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Les gens se disent, ah, lui il est pourri, lui il est pas pourri. Moi je crois que ça se construit quand même petit à petit, et que le pari sur la qualité que vous faites, il est payant à moyen terme et à long terme, ne serait-ce que vis-à-vis des éditeurs eux-mêmes, parce qu'on se rend assez rapidement compte que quand on se fâche avec un éditeur, il joue son jeu, il essaye. Pourquoi il n'essayerait pas? C'est pour ça qu'il est payé, placer ses produits. Mais à terme, quand la relation est saine et qu'elle est claire, les choses vont beaucoup mieux. Maintenant, il y a un problème structurel sur certains médias de jeux vidéo. C'est que, sur la presse papier, on peut en parler rapidement. Je ne sais pas si c'est le sujet qui vous intéresse, mais effectivement, comme le disait Julien, il y a une grosse société qui est en liquidation depuis une semaine, qui est une société dont j'aurais du mal à parler en bien, puisque moi-même j'ai préféré démissionner que travailler pour eux. La société s'appelle Mercet, aujourd'hui, c'est une société qui s'appelait auparavant Yellow Media et encore auparavant Future France. Et juste les noms de 2-3 titres de presse qu'elle éditait, les plus connus? Joystick, Joypad qu'elle a fermé, voilà, Jeux vidéo magazine. On les voit derrière vous. Voilà. En gros, pourquoi elle a disparu? Elle a été victime de quoi? Ils ont été victimes de leurs pratiques, moi je pense. C'est-à-dire que c'est une presse c'est une société. Alors il faut faire le distinguo, il y a une équipe depuis 1 an, parce que la société était en redressement judiciaire il y a 1 an. Il y a une nouvelle équipe depuis 1 an qui n'est pour rien dans la catastrophe aujourd'hui. Mais disons qu'elle a hérité de 10 ans d'activité où le mélange des genres et le mercantilisme à la petite semaine était la règle. Voilà, c'est pour ça que tout le monde est parti. Et les revenus publicitaires qu'elle retirait de son activité, et sans doute de ce mélange des genres aussi, n'ont pas suffi à compenser la baisse du lectorat. J'imagine que ce qui s'est passé, c'est que le lectorat a fondu.
Oui, ils auront des titres à fondu, c'est ça. La presse papier en a pris beaucoup dans la figure depuis 10 ans. Oui. Et eux, non, il ne faut pas dire la presse papier, parce que vous, ça va. Justement, j'y arrive. Voilà. Eux, ils n'ont pas fait le pari que nous, on a fait, qui était que la seule façon de se mettre à l'abri, c'est de parier sur la qualité rédactionnelle. C'était une société où le public était méprisé, et par conséquent, les journalistes... qui étaient proches de leur public, forcément, parce que c'est des journalistes spécialisés, étaient méprisés aussi. Donc on ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Et je pense que c'est ce qui les a tués. C'est-à-dire qu'ils ont eu un espèce d'aveuglement complet qui a fait que quand les sites Internet ont explosé, et mes deux camarades là en sont, indépendamment de leur volonté responsable, il n'y avait plus tellement de raisons de payer des journaux qui n'étaient pas bons, alors que les sites web faisaient aussi bien, sinon mieux. Voilà. Alors après, sur les sites web, il y aurait à dire aussi, parce qu'il y a aujourd'hui des sites web qui sont possédés par des régies publicitaires. Lesquels ? Jeuxvideo.com, jeuxactu.com, sûrement d'autres. Le proprio de jeuxvideo.com, c'est la régie. Oui. Non, mais d'accord. Immédiat, en l'occurrence. Ouais. Qui est une des plus grosses régies européennes sur le web. Mais alors, je ne sais pas, au nom de quoi, par exemple, critiquez-vous votre voisin de droite ? Je fais pas de rédactionnel, moi je fais du... des chroniques. Oui, c'est humour, information, mais je fais pas d'actualité, je parle pas des éditeurs, je parle pas des jeux, je parle de... là pour le coup, je suis pas un journaliste du tout. Oui. Je fais du divertissement. Mais les journalistes de jeuxvideo.com sont libres ou pas ? Les journalistes de jeuxvideo.com ont les mêmes soucis que tous les autres journalistes. Il y a une dépendance, il y a des soucis de blacklist, on ne reçoit pas les jeux, donc il va falloir, du coup c'est chiant, il faut les acheter soi-même, il y a un budget alloué, il y a des avantages qui sautent comme partout ailleurs, quoi. Je reviendrai juste, puisque le mot a été employé, sur le blacklistage. Puisqu'on parle quand même, donnons des exemples concrets. Effectivement, on a été blacklisté par Activision Blizzard début 2012 parce que j'avais écrit une news que d'autres sites avaient déjà écrite, d'ailleurs, on n'était même pas les premiers, qui était une news d'un intérêt assez limité, somme toute, qui était la potentialité de connaître enfin le nom donc, de ce fameux Call of Duty, qui est potentiellement Black Ops 2, et sa date de sortie. Il se trouve que ça n'a pas plu à Activision Blizzard, qui a donc... Parce que vous avez grillé un scoop. Non, mais en fait... Vous avez grillé un embargo, c'est ça ? Il y a Amazon, le site marchand Amazon, a publié pendant quelques heures, comme ils le font parfois, un nom, un titre, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans la news. À la suite d'un bug. D'un bug, d'une erreur, de ce que vous voulez. C'est d'ailleurs ce que je disais dans ma news en disant parfois ça s'avère être vrai, parfois ça ne l'est pas. Donc ne le prenez pas comme une vérité absolue, mais franchement, on doute que ce soit ça. Donc, vous publiez ça, vous êtes blacklisté par le... Alors non, pas tout de suite. Activision Blizzard appelle les différents sites qui ont fait cette news. Gameblog n'était pas le seul à l'avoir fait. Les différents sites qui ont fait cette news, hormis Gameblog, ont retiré cette news. Se sont donc couchés devant une pression d'un éditeur. Sauf vous. Gameblog. Parce que vous êtes un héros, comme vous le disiez. Non, c'est pas ça, mais qu'au final, quand on regarde un peu dans les faits, oui, bien sûr, je présente des choses et je ne le cache pas. Mais néanmoins, lorsque je suis sur mon site Gameblog, à chaque fois, et avec la rédaction de Gameblog, et c'est pour ça tout à l'heure vous me demandez quelle note vous mettiez, et on met 5, parce que jamais, que ce soit à l'époque de Joypad, PlayStation Magazine ou Gameblog, nous ne sommes couchés devant aucune pression d'éditeur. Au risque je crois qu'on a bien compris. Là, je crois qu'on commence à avoir fait le tour de la question. Sauf si on a quelque chose de fondamental. Je ne voudrais pas que vous ayez de regrets en partant. S'il y a quelque chose, un aspect fondamental qui n'a pas été abordé. Moi, c'est parce que la question de la structure des entreprises de presse, de leur actionnariat, de la façon dont elles fonctionnent, de leurs ressources, c'est une question fondamentale. Au moins dans la confiance que peut avoir le lecteur. Qu'est-ce qui fait la différence entre un journaliste et un blogueur ? Le blogueur, il écrit dans son coin, dans sa chambre, on ne sait pas qui est dans son dos, on ne sait pas s'il a reçu le produit gratuitement, on ne sait pas s'il est rémunéré pour le billet qu'il écrit, et c'est extrêmement fréquent. Il faut absolument que les entreprises de presse, que ce soit les sites web, que ce soit les journaux, soient très clairs là-dessus. Voilà. De notre côté, on a pris une option qui était une option extrêmement risquée, qui aujourd'hui nous permet de vivre pas comme des princes, mais avec une certaine liberté, et qui est une option claire. C'est une entreprise de journalistes, voilà,
pour les journalistes, par les journalistes, et parce que les journalistes ne voulaient pas bosser ailleurs. Vous voyez, vous arrivez à vous vendre avec un peu d'effort. Hein, ça me coûte, si vous saviez. Au bout d'1 heure et demie d'émission. Voilà, très bien. Écoutez, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez prolonger évidemment sur le site avec tous les liens que nous allons vous donner dans l'article d'accompagnement. Et à la semaine prochaine.